Bienvenue au podcast Ouvre ton jeu. Et exceptionnellement, on vous présente une édition spéciale. On vous en a beaucoup parlé qu'on allait faire Ouvre ton jeu sur scène. Alors, ça a été fait. Le 27 octobre dernier, nous étions à la salle Albert Rousseau avec PA Méthode. Et vraiment, ça a été une expérience, à certains moments, je dirais que c'était déstabilisant. C'est une expérience déstabilisante. Je pourrais dire ça comme ça parce que PA, premièrement, est vraiment habitué de faire de l'humour devant un public. Moi, je suis habituée d'en faire assez seule avec, pas faire de l'humour, mais faire des entrevues seule avec mon invité. Et là, de voir tous ces gens-là dans la salle, PA les a fait rire. Après ça, on revenait dans... On n'a jamais quitté Ouvre ton jeu, mais c'était fait avec plus de réactions. C'était comme si on était... il y avait des vagues. On allait vers la salle, on revenait vers PA. Donc, l'exercice est de ne pas comparer cette édition spéciale-là aux autres Ouvre ton jeu parce que c'est justement ça, le plaisir de ce Ouvre ton jeu, c'est de sortir du studio et d'aller sur scène devant public. Et le public a été vraiment extraordinaire, de sentir le souffle des gens, d'entendre des fois larmoyer les gens, de les entendre rire, de soutenir PA Méthode dans ses confidences. C'est juste wow! Vous allez voir la captation, c'est différent parce qu'il y a une caméra. Donc, vous allez nous voir de profil dans cette édition spéciale-là. Mais en même temps, vous allez sentir la salle. Vous allez entendre la salle réagir. Alors, j'espère que vous aimerez cette expérience de Ouvre ton jeu devant public. Nous, en tout cas, l'équipe, vraiment, on a adoré. Et je voudrais d'ailleurs tout de suite remercier ceux qui nous ont aidés à faire ce Ouvre ton jeu-là. Il y a eu, entre autres, les productions Sixième Sens. C'est eux qui nous ont approchés et qui nous ont proposé de faire des Ouvre ton jeu sur scène. On a hésité avant de le faire et finalement, on a décidé d'y aller. Pourquoi ne pas l'essayer? Donc, on a eu Chantal Lacroix et là, aujourd'hui, on vous présente PA Méthode. On a eu à cet événement-là aussi, tous les techniciens de la salle Albert Rousseau, un gros merci. À la coordination, c'est la même chose que pour le podcast, ici en studio, Caroline Dionne. À la mise en ligne, David Bourgeois. À la création numérique, Jonathan Fréchette. Et à la captation, celui qui est venu avec nous à la salle Albert Rousseau, c'est Étienne Collard. Et aussi, sont réussis semaine après semaine à vous présenter des Ouvre ton jeu qui sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes. C'est évidemment parce qu'on a des partenaires, parce que sinon, on devrait les mettre sur des plateformes payantes. Ils sont déjà sur Patreon ou sur le Marie Club, mais là, présentement, on a quand même l'option de vous l'offrir gratuitement. Et c'est grâce, entre autres, à Karine Jonca. Et elle vous offre aussi un rabais de 15 % sur des achats en ligne avec le code Ouvre ton jeu 15. Donc, ça, c'est le code promo que vous rentrez dans vos achats en ligne. La même chose pour Eros et compagnie. Le code promo, c'est ROSE15. Vous vous rendez sur leur site. Et Opto-Réseau, présentement, sont en grand solde annuel, donc jusqu'à 50 % de rabais sur plusieurs montures. Et ça, jusqu'au 10 janvier. Alors, je voulais juste vous dire qu'on a eu beaucoup de commentaires de gens qui sont venus assister à l'enregistrement de PA, de Ouvre ton jeu de PA Méthode. Et les commentaires sont bons parce que les gens se demandent s'il y en aura d'autres parce qu'ils ont envie de revenir. Alors, c'est toujours des commentaires positifs. Et je vous laisse aller avec cette édition spéciale-là. Et j'ai déjà hâte de savoir ce que vous avez pensé. Mais je vous donne le conseil. On quitte l'univers du studio et laissez-vous aller dans l'univers de la salle Albert Rousseau. Je frappais le mur, moi. Je frappais le mur, puis je frappais le mur deux bonnes fois. Une fois interné, puis toute la patente. Puis, mais ça, là, ça a l'air niaiseux, mais moi, aujourd'hui, là, si tu me demandais, là, le PA, ça fait depuis 2020 que tu le sais que t'es bipolaire. Tu reviendrais ça en arrière, mettons, si on te donnait la chance de ne pas l'être, pas en tout. Pas en tout. Ça a été une bonne affaire pour moi.
Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca. Ben là, je suis vraiment rendue au moment où, en tout cas, je suis à Québec pour lui, honnêtement, parce que comme il fait de la radio ici, c'était difficile de venir à Montréal dans mon studio, parce que ça a été certainement une des premières personnes que j'ai invitées à participer à Ouvre ton jeu. C'est un homme de cœur, je le trouve tellement vrai. J'ai l'impression aussi qu'il faut y faire un petit peu attention. C'est quelqu'un qui s'ouvre beaucoup. Donc, pour moi, c'est quelqu'un de précieux. Et en plus, il vient de Chandler, en Gaspésie. Et ça, est-ce qu'il y en a de la baie des Chaleurs, là, qui ont de la famille de la baie des Chaleurs? Oui, hein? Bon, ben c'est ça. Entre Baie-Chalorien, on se comprend et je suis vraiment contente de l'accueillir. Vous le connaissez tous. Beaucoup sont là pour lui, évidemment. Alors, je vais lui demander de venir s'asseoir à la table. P.A. Méthode. On est vraiment content de l'avoir. Wouh! J'ai eu une belle relation avec mon père, je suis bipolaire, puis je m'en debout une fois sur 5. Merci, bonsoir. Mais t'as tout dit? J'ai tout dit. T'as tout dit. On parle en... J'ai tout dit. Oui, puis là, il faut que je te chicane. Comment ça? Chandler, c'est pas dans la baie des Chaleurs. Non, c'est pas dans la baie des Chaleurs? C'est dans la Pointe. Ah, c'est dans la Pointe. Et j'ai tout le temps dit que c'est... OK, fait que ça arrête à Port-Beau, la baie des Chaleurs? Ça arrête Non, où? Port-Beau, c'est l'autre bord de Chandler. On m'a tout expliqué ça tantôt. Non, Port-Beau-Mille. Non, mais attends, t'as Gaston, t'as Newport. La baie des Chaleurs finit juste avant Port-Daniel. La Pointe commence là jusqu'à... Attends, mais moi, à Gascon, on a toujours dit qu'on était dans la baie des Chaleurs. Non. Gascon, t'es pas dans la baie des Chaleurs. Hey, là, je suis complètement découragée. J'ai menti pendant 50 ans. T'es dans la MRC Rocher-Percé. OK, fait que j'ai vraiment menti pendant des années quand je dis que je suis de la baie des Chaleurs. Oui, mais t'es marié avec un politicien. Fait que... OK. Ah, ben bonjour. Hey, là, vraiment, ça commence fort, là. Là, il y aura moins de bienveillance. Non, mais c'était quand même agréable d'entendre les trois personnes Absolument. avant, Mais ce que tu sais pas, c'est que Guylaine et Robert sont mes fans numéro 1. Ils me suivent partout depuis 15 ans. Ils sont venus me voir à peu près 30 fois en show. Ils m'ont même amené un cadeau après le décès de mon père. Fait que c'est des gens que j'aime vraiment beaucoup. Puis quand je les ai vus arriver, j'ai fait « On dirait que c'est stagé. » Ben là, réellement, puis il y avait rien de stagé là-dedans. Non. Et tu sais que c'est vrai que tu as été quand même une des premières personnes qu'on a contactées pour venir faire Ouvre ton jeu parce que c'est quelqu'un de tellement vrai. Il s'est passé aussi beaucoup de choses dans ta vie. On dirait que tu as dû prendre du recul. Tu es quelqu'un qui s'est observé aussi, qui a opéré des changements dans sa vie. Donc, tu sais, ça, c'est riche parce que les commentaires qu'on a d'Ouvre ton jeu, c'est souvent des gens qui ont des leçons de vie. Tu sais, écoute, l'autre fois, c'est sûr que l'Ordre des psychologues du Québec n'aimera pas ce que je vais dire, mais j'ai rencontré quelqu'un l'autre fois dans un événement. C'est une dame, elle vient se mettre devant moi, puis elle dit « Salut ». Elle dit « Moi, je suis une ex-policière et bon, j'ai dû changer ma vie parce qu'il s'est passé quelque chose qui était difficile pour elle. » Et elle dit « Ça fait des années que j'allais en thérapie à chaque semaine et maintenant, ma thérapie, c'est Ouvre ton jeu. » Elle a arrêté de faire sa thérapie. C'est quelque chose parce que les invités comme toi, en racontant leur vie, ben des fois, ont des enseignements. Des fois, tu te comprends parce que tu dis, OK, l'autre, il est passé par là, puis c'est ça le chemin qu'il a pris, puis j'ai envie de l'essayer. Je dis pas aux gens de ne pas arrêter de faire de thérapie, mais dans son cas, peut-être qu'elle était rendue là à dire, j'en ai fait tellement pendant des années que je peux entendre des histoires, puis ça m'interpelle. Et choisir ce qui nous fait du bien aussi. Oui. Alors, comment tu vas, là? Je vais bien. Je suis comme dans la salle d'attente du médecin pour avoir un résultat. Ah, tu te sens comme ça? Oui. Un peu, genre, c'est comme... Je sais que ça va bien aller, là, que c'est cool, tout va bien, là, tu sais, mais c'est ça. OK. Il y a rarement beaucoup de gens comme ça chez ma psy. Puis en plus,
Ça va être diffusé. Ça fait que tu En vas plus, encore ben avoir plusieurs dizaines de milliers de personnes. Alors voilà le niveau, comment ça fonctionne. Oui. Le niveau vert, qui sont des questions générales. Le niveau jaune, ça commence à être plus personnel. Le niveau rouge, c'est des questions... Je pense qu'il faut se connaître pour se poser ces questions-là. Le niveau bleu va arriver tantôt. C'est des questions que des gens du public ont posées. Ah, ouais, donc, ça, tu vas piger des questions du public. Le niveau rose, le niveau Eros et compagnie, donc sensuel et sexuel. Robert s'est très bien débrouillé tantôt. Oui, ben oui, j'ai vu ça, Robert, Il y a bravo. comme une petite pression ici. Le Joker, si tu es tanné de mes sous-questions, dès que tu le déposes sur la table, on s'arrête. Et la question opto-réseau, c'est une question tout le temps sympathique qui fait qu'on finit bien aussi ouvre ton jeu. Parfait. Fait que si on est allé trop loin, on dirait que là, ça met des pansements. Alors, le niveau vert, tu vas les brasser, tu vas m'en donner 5. OK. Je vais te les lire. Tu vas en choisir une et je vais en choisir une. Donc, de tout ce niveau-là, on Ah, je répond- les lis? Je vais te les lire. Toi, tu vas me les m'en lire. donnes 5. Oui, c'est Pour ça, Opto Réseau. Toi, t'as des lunettes, moi, j'en ai pas. C'est ça, regarde, ils sont là, mes lunettes. Ils sont vraiment proches. Là, j'en choisis? Oui, tu m'en donnes 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Merci. Quelle place prend l'amitié dans ta vie? Quelle personne a fait une différence dans ta vie? Sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? Quelle est ta définition du mot famille? Quand je me regarde dans le miroir, je vois. OK. À laquelle tu as envie de répondre? Tu l'as choisi. Quand je me regarde dans le miroir, je vois. Oui. Que j'ai pas sablé le patch de polyfila que j'ai fait. Tu sais, quand je suis dans la salle de bain, là, Oui. en arrière de moi, il y avait un cadre que j'ai enlevé, OK? Puis je le vois tout le temps, le crise de bout, parce que j'ai pas sablé le polyfila. Puis, non, OK, non, mais plus sérieusement. Plus sérieusement, je vois les yeux de mon père. Ça, c'est souvent, je me fais cette réflexion-là. Là. J'ai la même couleur de yeux que mon père. Puis, tu sais, j'ai trouvé son regard sévère longtemps, mon père. Tu sais, j'ai trouvé que c'était quelqu'un qui voulait beaucoup trop pour moi à un moment donné. Tu sais, puis, il le faisait peut-être un peu mal. Il s'est repris après ça, puis on est devenus bien proches. Mais je vois les yeux de mon père. Puis ça, honnêtement, des fois, ça me trouble. Dans quel sens? J'espère que ma fille voit pas ce que moi, je voyais des fois dans les yeux de mon père. Qu'est-ce que tu voyais des fois? Ben, j'avais, comment je pourrais dire ça? Il se donnait pas le luxe d'être sensible au début, mon père. Il se donnait pas le luxe d'être un papa qui pleure. Il se donnait pas le luxe d'être un... Tu sais, c'était un papa, puis j'étais un gars, puis il fallait que je fasse mes affaires, puis je fasse attention, puis tu sais, let's go. Puis, on a été élevés, pas à la dure, là, tu sais, on n'a pas été élevés à la dure, mais mon père avait les yeux, genre, tu sais, que quand il me regardait, il fallait que je fasse ce qu'il me dise, là, parce que, tu sais, comme, il pouvait parler fort. Jamais il m'a frappé ou quoi que ce soit. Là, mais... Sauf que toi, par rapport à ça, même si tu n'as pas touché, là, mais toi, ça te faisait peur, ce regard-là? Ah oui, toujours. Ça m'a toujours fait peur, ce regard-là. Ouais. Mais heureusement aussi, heureusement. C'est aujourd'hui, là, je suis content que ce regard... Moi, j'étais assez fantasme pour faire face à mon père. Mais comme j'en avais peur un peu, ça m'a permis de pas aller trop loin. Ah oui? Est-ce qu'à partir de quel âge c'est arrivé que tu as été capable de le confronter? À peu près à l'âge de 11 ans. Moi, mon père était horticulteur les fins de semaine. Il faisait de l'horticulture. Il faisait des... Tu sais, comme en avant du CLSC, en avant de l'hôpital, de la caisse populaire, tout ça. Il y avait toujours des fleurs. L'été, c'est mon père qui faisait ça. La semaine, il travaillait à l'usine, mais les fins de semaine, il faisait ça. Puis il m'emmenait avec lui. Puis moi, j'haïssais ça, Marie, elle est là. Moi, il plantait des fleurs. Là, c'était le bout du bout. Là. Moi, j'haïssais. Moi, je voulais aller jouer au baseball. Là, j'étais pogné pour déplanter des rhododendrons. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Et je pense que à cette période-là, il s'est fait une coupure. Une coupure qui a été, tu vois, dans tous les sens du mot, là, mais il s'est fait une coupure importante là, parce qu'à un moment donné, on était dans le camion, on avait un petit cube 14 pieds, là, avec une porte qui s'ouvre entre les deux bandes en arrière puis en arrière. Puis mon père, je ne sais pas pourquoi, il a crié après moi, puis il a dit « Donne-moi le sécateur, puis vite ». Puis il a mis sa main de même, puis moi, j'avais le sécateur dans les mains, puis j'ai coupé la main. Un tueur si proche. J'ai coupé la main ici. Ah non, mais pour vrai? Oui, pour vrai. OK, je pensais que c'était pouce, une blague. non, le pouce a tombé ici. De même, puis ça a été l'hôpital, puis tout ça. Quand mon père est revenu à la maison, là, j'aurais pu rentrer dans le plancher. C'était-tu volontaire? Oui, c'était volontaire. J'étais fâché. J'étais vraiment fâché. Cette journée-là, j'ai vu la limite de ce que je pouvais aller aussi.
Fait que t'es arrivé à l'hôpital avec ton père de... Non, au Christ, non. Non, là, j'ai sorti du camion, là. J'ai sorti vraiment beaucoup vite du camion. Puis il est allé à l'hôpital, puis il est revenu. Puis en revenant, il m'a pas adressé la parole une seule fois. Pas une seule fois. Il est juste rentré, il s'est servi une tasse de thé, il est allé s'asseoir sur la galerie, il m'a pas dit un mot. Ça a été la pire affaire. J'aurais préféré qu'il me frappe. Il m'a rien dit. Là, il avait compris que j'étais fâché à ce point-là. Puis il savait que, que des deux bords, on avait atteint notre limite, là. Puis à partir de ce moment-là, je pense qu'il s'est plus intéressé à moi. Puis là, il a commencé à m'encourager un petit peu plus, puis à s'apercevoir qu'il y a des affaires que je n'aimais pas, puis il voulait bien faire, mais c'était un gars de ce temps-là qui avait été obligé de travailler à l'âge de 18 ans, puis qui voulait faire vivre sa famille, puis qui prenait soin de sa mère encore. Ma grand-mère est décédée chez nous. Fait que mon père, c'était un gars d'une autre époque, qui avait été élevé dans le bois, comme bûcheron, puis tout ça. Puis il savait pas comment être juste un père. Il fallait qu'il soit une figure d'autorité. Il fallait qu'il soit quelqu'un, genre, qui te guide, qui te mène, qui te dit quand tu fais quelque chose de pas correct. Puis à un moment donné, il s'est aperçu que c'était pas de même, là, qu'il aurait arrivé à être quoi. Puis à la fin de sa vie, c'est l'homme le plus fier que j'ai jamais rencontré de ma vie. Là. Comme s'il a baissé les gardes. Oh, oui, vraiment. Vraiment. Est-ce que vous êtes revenu sur l'épisode de la main? Oui, souvent. Souvent, on voit ça, parce qu'à chaque fois qu'on était dans un party, il le comptait. Oh oui, OK. OK, c'était assumé à ce point-là. C'était plus qu'assumé, là. C'était rendu là, quasiment, pas encore cette histoire-là. J'avais quasiment le goût de faire l'autre main. Non, mais y avait-tu des... Est-ce qu'il y a eu des séquelles il y a une cicatrice, de ça? il y avait une bonne cicatrice ici. Là. J'ai coupé un tendon aussi. Puis, parce que comme horticulteur, je veux dire... Oui, non, ça n'a pas été le fun, ça. Mais c'est pour ça que quand je te dis que dans le miroir, là, je vois aussi la différence. J'ai jamais eu la face aussi mince. Mais je vois les yeux de mon père, mais vraiment, là. Si je suis capable de faire abstraction du reste de ma face, là, je vois mon père. Tout le temps. Ça, t'es contre. Comme tu dis, des fois, ça te fait peur. Oui. Mais avec ta fille, est-ce que tu sens ce devoir-là d'être comme exigeant, d'avoir comme une couche, comme de performer ta paternité à quelque part? Oui. Un peu, mais pas tant. Pas tant. Pas tant, mais tu sais, comme je remarque beaucoup là, chez les ados, là, autour de ma fille, là, ces chums de filles, puis tout ça, puis les autres que je rencontre du même âge, tu sais, qu'il y a un petit, il y a un mou. L'ado d'aujourd'hui, il y a... Tu sais, comme le petit bonhomme que tu pesais en dessous, puis il faisait de même. C'est un peu ça, tu sais, puis je trouve ça plate parce que, ouais, je sais pas, je vais voir, tu sais, je verrai rendu là. Tu sais, moi, j'essaie de dire, regarde, let's go, là, tu sais, regarde, concentre-toi, fais tes affaires. Je suis pas un père sévère, loin de là. Mais ma fille, elle a tellement pas de trouble. Là. Des fois, je me demande si c'est à moi. Ça. À ce point-là. À ce point-là, qu'il n'y ait pas de trouble. Ça n'a pas de bon sens. Elle ne peut pas être raisonnable de même puis être ma fille. C'est impossible. Elle est raisonnable. Mais c'est ça, je veux pas... tu sais, moi, je me souviens que c'est mon père, même jusqu'à 16-17 ans, c'est quand mettons, qu'il était pas content, puis il me regardait, je les voyais, ces yeux-là, puis je les connaissais, ces yeux-là. Je savais que quand il était vraiment fâché, même s'il s'exclamait plus comme il s'est déjà exclamé, je les voyais, ces yeux, puis j'aimais pas ça. Ces yeux-là, je les ai jamais aimés. Je les ai jamais aimés. Moi, je voulais des yeux d'amour, je voulais des yeux de compréhension, je voulais des yeux de fierté, puis je voulais pas des yeux de fâché après moi, tu sais. Puis c'est ça, des fois, qui me fait peur avec ma fille, parce que je sais que des fois, mon père, il voulait pas me le montrer qu'il était fâché, mais ses yeux me le disaient pareil. Fait que c'est ça que je souhaite que ma fille ne voie pas dans mes yeux. Voilà. Quel legs t'as de ton père? À quel moment tu te reconnais? Tu le reconnais en toi, c'est-à-dire? Vouloir aider tout le monde. Mon père aidait tout le monde. Mon père, ça n'a juste pas de bon sens comment il aidait tout le monde. Il était dans le Club Lion, il était sur le conseil d'administration de la Villa, qui est le CHSLD à Chandler. Il s'occupait de la Fondation Mira. Il collectait des lunettes, justement, pour les gens. Et il faisait les gâteaux, là, les pains de viande aux jujubes, là. Un gâteau aux fruits. Les gâteaux aux fruits, pains de viande aux jujubes. Ça, là. Il vendait ça. Oui, de les lions, il y avait une canne en métal, oui, là, c'est avec ça. ça. Oui, mon père vendait ça, tu sais, puis pour mon père, les enfants, c'était tellement important, Marie, là. C'était tellement important là, qu'il allait même au-delà des... comment je te dirais ça? Il y avait un petit gars qui venait à l'école avec moi qui avait toujours les mêmes vêtements. Tout le temps. Puis il avait les ongles longs, puis sales, puis tout ça, puis blabla. Puis à un moment donné, maman, on the side, elle dit, invite-la à souper après l'école.
Quand il est arrivé chez nous, maman, il a pris coupé les ongles, tout, blabla, il a pris un bain, on lui a donné des poches, puis des poches, puis des poches de linge, tu sais. Puis là, il est retourné chez eux après ça. Mais là, après ça, son père et sa mère sont revenus chez nous pour tomber dans la face de mes parents. Vous n'avez pas d'affaires, quoi? On est trop pauvres, est-ce qu'on est capable de s'en occuper? Et mon père, lui, il ne pensait pas à ça, à ces réactions-là. Mon père, il voulait tout le temps bien faire. Puis, ben, je suis de même aussi, moi. J'aime ça, aider tout le monde. Moi, tu sais, est venu un moment donné dans ma carrière où j'ai fait plus de sous, tu sais. Puis, à un moment donné, quand tu fais plus de sous, tu as beaucoup de gens autour de toi qui pensent que tu peux les aider, tu sais. Puis moi, ben, tu sais, j'ai le cœur grand de même, puis je vois jamais le mal dans personne. Ça fait que j'ai perdu ben de l'argent, c'est pas ça de dire, parce que j'en ai passé beaucoup de l'argent, tu sais, à des gens qui en avaient besoin. J'ai payé des trucs. Je donne énormément d'argent aussi dans des causes, mais je mets toujours ça au nom de ma compagnie pour pas que ce soit mon nom qui soit là. Je veux pas, je fais pas ça pour du fame, là. Je le fais, ben, j'ai le goût de le faire. Mais je te dirais que par année, je donne un bon pourcentage de ce que je fais à des bonnes œuvres pour aider des gens. Puis ça vient de mon père, ça vient carrément de mon père. Mon père pouvait aider tout le monde. Mon père ne pouvait pas faire la rue Sainte-Catherine avec moi à pied. C'était impossible. Il pleurait tout le long. Il y avait trop de gens dans la misère. Il aurait voulu les aider. Oui, il aurait voulu aider tout le monde. Lui, à un moment donné, il n'y a plus de pièces, il donnait des vins. Quand même, hein? Oui, il était de même. Puis moi aussi, je suis de même. Puis, des fois, on s'auto-fait mal en faisant ça aussi, parce que, des fois, c'est un gouffre. Là, tu t'en vas dans un gouffre, tu le sais, mais en même temps, tu peux pas l'aider parce que c'est quelqu'un à qui tu tiens. Puis, peu importe la raison pour laquelle il est venu me voir, c'est parce qu'à quelque part, il avait quand même confiance en moi. Et puis, toujours cette dualité-là tout le temps, mais en même temps, j'aide tout le monde. J'aiderai tout le monde. Ouais. La question que je choisis, c'est quelle personne a fait une différence dans ta vie? Il y en a beaucoup. Ma fille. Ma fille a fait une différence dans ma vie. Ma fille, à partir du moment où elle est venue au monde, tu sais, moi, l'accouchement, là, ben, c'est pas moi qui l'ai fait, là, mais c'est. Ça me faisait peur parce que je suis bipolaire. Hein. Puis, tu sais, l'obstétricien avait dit à ma blonde que c'était quand même 50 des chances que ma fille le soit aussi. T'sais. Fait que moi, quand ma fille est venue au monde, je savais pas comment dealer ça. T'sais. J'étais content, mais j'étais nerveux en même temps. Je savais pas dans quoi je m'embarquais. Tu sais que moi, j'aille mal une journée, là. C'est pas grave, c'est moi. Là. Regarde, je prends ma médication, puis tout ça, puis ça se peut que j'aille mal un jour, puis, tu sais, j'ai des gens sur qui je peux m'appuyer, tu sais, j'ai des ressources autour de moi, tu sais, je sais tout ça. Mais le premier alarme, quand je vais pas bien, c'est moi qui l'ai. C'est moi qui va pas bien. Là, si ma fille elle a une alarme, elle n'est pas capable de le sortir de elle, tu sais, je vais-tu être capable de le voir? Ça a été ça, moi. Puis, ça, je te dirais que le dernier mois, puis ça a été bien compliqué, nous autres, parce qu'on a été sous un programme de recherche de l'Université Laval, parce qu'on avait une chance sur 40 à cause d'un paquet d'affaires, là, genre dans nos familles, puis tout ça, puis là, puis on avait une chance sur 40 que notre fille soit trisomique. C'est une chance sur 40 pour gagner 1 million, c'est le fun. Mais pour avoir un enfant trisomique, t'aimerais qu'il y ait moins de chance un peu. Là. Mm-hmm. Fait que pendant les 9 mois, on a été, genre, à tous les mois, on a eu une échographie, on a eu 3 échos en 3D. Là, on n'est pas allé à l'hémiosynthèse, mais c'est tout ce qui manquait. Puis blabla. Puis comme elle était mal placée, on a eu de la misère à calculer la clarté nucale. Fait qu'à partir de ce moment-là, on ne le savait pas encore. Fait que quand Véro allait accoucher, on était brûlés, les deux, parce qu'on avait hâte de voir si tout était correct. On nous avait dit que c'était correct, mais on avait hâte de voir. Mais moi, tout ça, c'était une chose, mais tu veux donner ce que tu as de mieux à ton enfant, pas ce que tu as de pire. Puis moi, ce que j'ai de pire, c'est ma maladie. Puis j'avais 50 des chances d'y donner. Tu sais? C'est énorme. C'est énorme. C'est 50 ouais. Fait que, à partir du moment où elle est venue au monde, là, je me mettais plein de scénarios, genre, je vais regarder, genre, comment elle va. Puis c'est sûr que moi, j'ai commencé à me reconnaître à peu près autour de 12-13 ans. Fait que vers 12-13 ans, je vais remarquer, genre, ça fait ces comportements-là. Quelle erreur d'innocent, d'un papa. C'est comme... Ce que je reprochais à mon père, là, d'avoir, tu sais, que je disais, il a tout le temps des yeux fâchés, puis, tu sais, il n'est jamais capable, d'avoir des yeux de fierté, puis des yeux de tu sais, ben là, c'est exactement ce que je faisais. Je le regardais avec des yeux d'analyste. Ben là, c'est ça, mais regarde-le avec des yeux de papa innocent. Tu sais, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Puis c'est ça qu'elle m'a montré. Elle m'a montré ça. Elle m'a montré à être un papa. J'étais pas prêt à être un papa. Je n'étais pas outillé pour être un papa. J'avais pas la tête pour être un papa.
j'essayais de tout prévoir d'avance pour éviter d'avoir de la peine, éviter d'avoir du mal, éviter de tomber en crise, éviter d'avoir des crises d'hypomanie. Tout dans ma vie, moi, est calculé pour que ça aille bien. C'est pas parfait, là, mais c'est ça. Là, je m'en allais complètement dans le néant, je ne le savais pas. Puis elle, elle a juste été un enfant. J'y ai pas rien demandé. Puis elle, à cause de ça, 2, 3 mois après qu'elle soit venue au monde, je pensais même plus à ça. Puis je me disais, si ça arrive, ça arrivera. Puis on gérera ça rendu là. Mais ce dernier mois-là a été épouvantable. Le 8 à 9, là, ça a été épouvantable. Je savais qu'elle s'en venait, là. C'est la crise de 50-50, là. Parce que toi, tu ne savais pas comment tu allais gérer ça. Je sais toujours pas. Puis ça peut encore arriver. Il n'y a rien y a rien là. Mais par contre, maintenant, tu l'observes et tu as comme une confiance que c'était Oui, établi. je l'observe moins, je te dirais. Okay. Je l'observe moins parce que, justement, je veux garder ces yeux-là. Justement, je veux la regarder de cette façon-là. Je veux que si un jour elle va mal, qu'elle vienne me voir, qu'elle me dise « Hey, là, papa, il faut que je te parle de quoi? » Tu sais, qu'elle n'ait pas peur que je sois déçu, ou peu importe. Et si elle avait un diagnostic, tu serais là pour la supporter. Oui, tu serais certainement un des meilleurs guides qu'elle ne pourrait pas avoir. Oui, mais c'est pas si grave être bipolaire. Là. C'est ça. C'est ça. Mais tu sais, on a eu déjà Serge Denoncourt qui est venu à Ouvre ton jeu. Pas, excuse pas. As-tu refait la mise en scène du show complet? Non, c'est pas Serge Denoncourt. Non, je suis en train de... Je sais pas, Serge doit penser à moi, c'est ça qu'on dit. Non, Serge, c'est un très bon épisode d'ailleurs où il parle, lui, il est Asperger et où il parle de sa vie avec... en étant Asperger, qu'est-ce que ça veut dire. Puis on a eu Michel Courtemanche qui nous a parlé longuement de bipolarité, mais lui, il est cyclotimique. Oui. Donc, son état peut changer dans la même journée, ce que toi, tu n'as pas cette caractéristique-là. Mais il disait, puis ça a fait beaucoup réagir les gens, parce qu'il disait, moi, je veux plus être en couple. J'ai trop fait mal à mes partenaires. Puis il disait, même quand je fais des conférences, je le dis, lui, il dit, je sais pas si on doit être en couple quand on est bipolaire. Puis il dit, là, pendant que je te le dis au micro, ceux qui nous écoutent, les partenaires, vont se reconnaître là-dedans. Dans ton cas, la bipolarité et le couple, ça se passe comment, ça? Bien, je pourrais pas vivre autrement, d'après moi. J'ai besoin de quelqu'un avec... crème, oui. Pas besoin de quelqu'un, genre, pour me guider. Pas besoin de quelqu'un pour me surveiller. Mais... tu sais, des fois, quand tu as l'impression que personne ne te comprend, là, mettons, tu vas faire une conférence ou je sais pas, peu importe. Là. Puis après ça, t'es downer. C'est bien le fun quand tu as un chat, là, mais tu sais, après une demi-heure de jaser avec ton chat, là, moi, j'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin de savoir que 24 heures sur 24, j'ai quelqu'un qui est là. Pas nécessairement pour moi, mais qui est là. Puis non, moi, ça a toujours... écoute, ça fait 17 ans que Véro et moi, on est ensemble. J'ai été 8 ans avec Geneviève avant, puis qui est ma meilleure amie aujourd'hui. Là. On se parle toutes les semaines. Mais c'est ça, moi, j'ai pas de conflit dans ma vie. Moi, je déteste le conflit. Je me tiens loin du conflit. Fait que moi, je suis de chum avec toutes mes ex. Je garde les enfants de mes ex. Okay, tu vois? Quand tu disais le bon gars, là? Qu'à un moment donné, là, tu sais, regarde, si on joue au badminton, tous les deux, là, puis je suis pas bon, là, puis tu me dis, c'est bien plate, là, mais va jouer avec Mario. Mario a un meilleur coup de raquette que toi. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Il a un meilleur coup de raquette que moi. Let's go avec Mario. Tu sais? J'adore ce moment. J'adore ce moment. Donc, c'est ta fille qui fait une différence dans ta vie. Vraiment, vraiment, ouais. J'ai hâte de savoir si ça a bien été. J'ai hâte de... Tu sais, c'est le fun d'avoir hâte d'entendre tout ce que quelqu'un réalise, puis tu dis, hey, c'est ma fille, ça, je suis fier, je peux être fier. Vraiment, ouais, vraiment fier de ma fille. Niveau jaune. Niveau jaune. Tu les brasses. Je les brasse encore. Tu brasses encore. Tu vas brasser pas pire, là. Il y a de l'ouvrage, et chaud, tu vas m'en donner 4 et on va en choisir une. 1, 2, 3 et 4. Merci. Ceux-là, je les mets où? Bon, tu peux les mettre là, pas de problème. Bon. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de ta famille et qui t'a manqué? Qu'est-ce que l'on te reproche le plus souvent? Comment ton rapport avec l'argent a-t-il évolué au cours de ta vie? Que représente ta mère pour toi? Celle que j'en choisis, que représente ma mère. Ben oui, c'est ça. Maman, c'est tout pour moi. C'est pas, tu sais, il y en a qui vont dire ma mère. Moi, je dis maman quand je parle d'elle. Parce que c'est maman. C'est plus que ma mère. C'est maman. Maman, 4 pieds 8. Maman, 89 ans. Elle habite tout seule dans sa maison.
Elle conduit son auto 12 mois par année. Elle n'a pas de lunettes ni pour conduire, ni pour lire, puis elle ne prend aucun médicament. Wow! Fait que d'après moi, elle m'a trouvé dans un container. Tu penses que c'est pas ta mère biologique? Mais elle représente beaucoup de choses. Ma mère, c'est elle qui m'a montré être solide dans la vie. C'est elle qui m'a montré que, tu sais, des fois, quand c'est tough, oui, c'est le fun, tu sais, d'être capable de passer à travers un moment donné, là. Tu sais, comme, tu sais, quand ça fait longtemps que tu rumines, mais moi, ma mère, elle a deux paroles, ma mère. La première, c'est quand t'es bien, reste bien. Ça, c'est la plus belle parole que j'ai jamais eue. Quand t'es bien, reste bien. Ça donne rien que tu cherches à gauche et à droite d'autres. En fait, t'es déjà bien, là. Arrête, là. Fait que c'est ça. C'est comme des fois, elle me dit, tu travailles trop. Arrête, là, t'es bien, là, reste bien. Ah, mais hey, on devrait avoir des chandails. Oui, quand t'es bien, reste bien. Reste bien. Quand t'es bien, reste bien. Ouais. Mais c'est vrai. Parce qu'on cherche toujours, on dirait, un autre niveau. Puis, maman, c'est une force de la nature. Tu sais, elle s'est occupée de ma grand-mère maternelle, tu sais, jusqu'à sa mort. Tu sais, elle allait la voir tous les jours, tout ça. Elle s'est occupée de ma grand-mère paternelle à la maison, même qu'elle était, tu sais, alitée à la couche à la fin. Puis, tu sais, c'était pas sa mère, c'était sa belle-mère, là, mais elle s'en occupait pareil. Là, elle s'occupe de mon oncle qui a la paralysie cérébrale, qui a 82 ans. Puis, ma mère est forte, là. Ça n'a juste aucun sens comment ma mère peut être forte. Puis, à l'enterrement de mon père, moi, tu sais, le bipolaire, là, ça vient fucker toute... N'importe quelle activité normale, là, quand t'es bipolaire, ça vient fucker à patente. Moi, je ne savais pas trop comment dealer ça, tu sais, un peu, l'enterrement de mon père. Puis, tu sais, t'es toujours assis dans le premier banc, la famille, là. Puis, à un moment donné, j'ai éclaté. Puis, maman s'est tournée vers moi, puis elle m'a juste serré le poignet. Juste pour me dire qu'elle était là. Pas rien d'autre, là. Puis là, je me suis tourné vers elle, puis elle avait une petite larme. Pas plus que ça, elle avait une petite larme, mais je me disais, comment qu'elle est forte, là. Elle vient de perdre son mari des 48 dernières années, là, mais elle prend le temps de prendre soin de son fils. Pareil. Tu sais, ça vient comme passer par-dessus. Maman, t'as le droit de le vivre, là. T'as le droit de broyer ta vie. T'as le droit de même pas t'occuper de moi. T'as le droit de me demander de m'occuper de toi. Non. Ma mère, c'est le pilier chez nous. Ma mère, c'est le gros clou dans l'abîme. Fait que tu peux pas la contourner, maman. Elle est là. Puis c'est ça. Puis elle m'a montré ça, cette force-là, se tenir debout devant les gens, parce que ça n'a pas toujours été facile. Les autres, ils étaient une grosse famille, ils n'étaient pas riches, puis tout ça, puis ça n'a pas toujours été facile. Puis elle s'est toujours tenue debout, elle a pris soin de tout le monde. Puis encore aujourd'hui, tu sais, je l'appelle en FaceTime, puis elle me dit, pas capable de te répondre, rappelle-moi sur le téléphone. Fait que... bien drôle, ma mère, c'est bien drôle, puis c'est ça. Est-ce que tu imagines des fois la vie sans elle? J'ai pas le choix. C'est ça qui est plate. J'ai pas le choix. Mais comment je te dirais ça? Dans ma tête, c'est pas un fait accompli, là. Tu sais, je l'enterre pas dans ma tête. J'ai enterré mon père assez, là. J'ai enterré mon père 7 fois dans ma tête. Fait que mon père a fait 7 gros infarctus avant de mourir. 7 super gros infarctus. Fait que, dont 2 fois où son cœur a arrêté, puis ils ont été obligés de le ranimer. Fait que mon père, je l'ai enterré 7 fois dans ma tête, là. Fait que, maman, j'essaie de pas penser à ça. Je sais qu'un jour, tu sais, je suis même pas pressé, genre, de faire maman, on pourrait commencer le ménage de la maison, tu sais, des fois, que... T'sais. Non. Puis elle veut pas venir à Québec. Elle veut rien savoir. Elle vient jamais? Ben oui, elle vient pour Noël, mais elle veut rien savoir. Parce que moi, là... venir vivre à Québec, ben oui, ça serait... Tu sais, moi, je suis enfant unique. Ben, enfant unique. En fait, on était 2 chez nous, puis moi, je suis seul à cette heure maintenant. Mais... tu sais, ma mère, là, moi, j'aimerais ça qu'elle soit à Québec. Elle est à 8 heures de route d'ici. S'il arrive de quoi? Je suis loin, là. Puis j'ai dit, maman, elle m'a trouvé une super de belle place à côté de chez nous. Elle m'allait te chercher tous les jours, m'a prendre soin de toi. Puis ça, elle a dit, hey, écoute-moi bien, là. Déjà là, je savais que mon projet était mort. Elle dit, là, m'avoir 89 ans. Tu veux que je pacte mes affaires, que je déménage à Québec. Le temps que j'aille mes petits repères à gauche puis à droite, puis d'après moi, m'être trop nerveuse pour chauffer, fait que je vais me vendre mon char. Là, m'avenir quasiment plus autonome, m'a tout le temps être obligé de compter sur toi et faire de quoi. J'aurais pu mes amis, dans 2 ans, tu vas m'enterrer à côté de ton père. C'était assez direct, là. C'est comme, ben OK, reste là. Elle voulait rien savoir. Elle voulait rien savoir. Mais je comprends que pour toi, ça aurait été rassurant. Ouais. De l'avoir là. Oui, maman, c'est... même encore aujourd'hui, là, quand je passe à la route, bien là, moins parce que je fais moins de tournées depuis que j'étais à la radio, mais quand je pars en tournée, là, à chaque fois que je pars, j'appelle maman.
Puis encore aujourd'hui, même si j'ai 50 ans, elle me dit « Où c'est que tu t'en vas, là? » Là, je m'en vais à Chicoutimi. Il neige dans le parc, là. Appelle-moi. T'es aussi belle de m'appeler, mais t'arrives à Chicoutimi. Là, j'arrive à Chicoutimi, j'appelle maman. Non, mais c'est magnifique, cette relation-là. Ah oui. Vraiment. Puis comment elle est avec ta fille? Ah, écoute, premièrement, elle est beaucoup plus petite que ma fille. Fille mesure 5 et 8. Maman, mon père et ma mère, là, tu sais, ils ont eu 2 enfants, mon frère et moi. Et mon frère est décédé en bas âge. Fait que, en fait, c'est lui qui était supposé s'appeler Paul-André. OK. Mais à l'époque, en 71, lorsqu'un enfant venait au monde puis pensait qu'il n'y aurait pas Toph Aaron, qu'il serait décédé, l'aumônier venait le baptiser directement dans la salle d'accouchement. Fait que quand ma mère a accouché de mon frère, il savait déjà qu'il y avait un problème. C'était un bébé inerte, là, il ne pleurait pas rien. Fait que l'aumônier est venu le baptiser sur le nom de Joseph parce qu'il venait de lui donner l'extrême-onction. Il le baptisait puis il donnait l'extrême-onction tout de suite. C'était un forfait. Là, hein. Fait que sur l'acte de naissance de mon frère, c'est Joseph qui est marqué. Mais c'est lui qui était supposé de s'appeler Paul-André. Mais fait que après ça, il est décédé quelques jours après. Puis sur la pierre tombale, c'est Joseph. Mais puis c'est moi qui ai hérité du nom de Paul-André, après. Et comment ça a marqué tes parents, ça, de perdre un bébé comme ça après la naissance? Ouf! Mes parents ont été longtemps, tu sais, en cours contre le Collège des médecins parce que c'était une erreur médicale. Et puis après 7 ans, en 79, parce que dans le temps, il faut qu'on se remette dans le contexte. Dans le contexte, là, quand tu poursuivais le Collège des médecins ou si tu avais une plainte contre le Collège des médecins, les cours se faisaient à Montréal. On est à Chandler, en Gaspésie. Là. Fait que mes parents, ils ont monté à peu près une quinzaine de fois, si ce n'est pas 20 fois, en train de Chandler à Montréal pour aller s'asseoir 4 heures dans une salle de cours, entendre des termes médicaux, pas parler, puis revenir le lendemain. T'sais. Fait qu'à un moment donné, maman, c'est tanné. Ça ne nous le ramènera pas. Là. Fait qu'elle dit, je suis vraiment tanné, ça ne nous le ramènera pas. Fait que j'arrête tout ça, là, je suis fatigué, je suis brûlé. On en a un enfant, okay? Puis il est en santé, puis il va bien. Puis c'est cette journée-là qu'ils ont fait écrire le nom sur la pierre tombale. Puis est-ce que tu as l'impression que ta mère t'a surprotégé dès le départ? Mon père. C'est ton père? Oui. Probablement parce qu'il n'avait perdu un. Mon père, c'était épouvantable. Mon père, à un moment donné, là, j'avais eu des boutons dans le dedans des coudes. Il a pris un rendez-vous avec un spécialiste à Montréal, puis on est monté à Montréal. Mais oui, mais lui, il avait vécu son deuil une fois, là. C'est gros, un deuil. Ouais. Cette forme de deuil périnatal, tu sais, où des fois, l'enfant, personne ne le connaît autour. Et souvent, les hommes ne vont pas le manifester de la même façon. Alors, mon père, des fois, il faisait des petites jokes avec ça, là, parce qu'il n'était pas bien. Là. Mais mon père, il en parlait quasiment jamais. Mais il te protégeait. C'était fou. Si je jouais au hockey, j'avais les meilleurs patins qui existaient. Si j'avais la main, tout dans le meilleur, je pouvais pas manquer de rien. Quand tu as eu ton permis de conduire? La journée même, je suis parti avec le char. Mais il devait avoir peur un peu. Marie-Claude. Je vais t'expliquer comment ça se passe en région. Je t'écoute. En secondaire 2, j'allais à l'école avec le char. Le permis, là, tu sais, parce qu'il fallait l'avoir. Mais sinon, ça faisait longtemps qu'on se promenait en char partout. Eh oui. C'est vrai, en plus, c'est ce que je t'ai dit, là. Mon père disait, hey, pas le temps d'aller te promener, pas le temps d'aller te porter à l'école l'après-midi, prends le char. 13 ans, on partait avec un Superben. On avait un Superben dans ce temps-là. Il était gris avec des panneaux en bois sur le côté. Oui. Ouais. Puis est-ce que tu accrochais des petits bords de quelque chose, non? Non. Donc, quand tu as eu ton permis, c'était juste parfait, dans le fond. C'était juste parfait. Tu sais, j'ai accroché quelques handicapés, mais... Sinon, ça va bien. Il était déjà magané! Aïe. Est-ce que ta fille, tu l'aurais laissé conduire à 12 ans? Je l'ai fait conduire, elle avait peut-être 10 ans, à peu près, oui. On était... non, attendez une minute, là. Pas n'importe où, on était sur l'autoroute, c'était drette. Mais... Non, partez pas, madame, je vais m'améliorer, promis, je vais m'améliorer. Non, elle avait peut-être 10 ans, puis, mais ma cousine habite à... ça finit par Rodriguez, là, pas loin de Joliette, en tout cas. Comment?
Saint-Alphonse de Rodriguez, c'est ça. Puis eux autres, ils ont un immense terrain, là, comme c'était un ancien champ de quelque chose. Là. Puis là, je l'avais assis sur moi, puis là, c'est elle qui avait conduit. Ouais. OK, mais tu l'aurais pas laissé conduire toute seule ta voiture à 12 ans, là. Ben non. Non, tu peux pas. Alors, je vais te poser une question. Qu'est-ce qu'on te reproche le plus souvent? Des testineux. Ah! Je me tape ses nerfs tout seul, Marie-Claude. Honnêtement, là, je suis testineux, moi. C'est pas tant un désir d'avoir raison, c'est une peur d'avoir tort. OK, attends, c'est quoi la différence? C'est que je me défends pas pour passer mon point, tu sais, mettons, mais ça se peut que je m'estime tout le long avec toi pour te dire que, regarde, écoute, là, peut-être pas d'accord avec toi, mais j'ai pas tort non plus. OK. C'est ça. Puis ça arrive souvent, ça? Tout Tu n'as le pas temps, tort? souvent. Hein. C'est pas non, c'est pas... c'est que, oui, je suis testineux parce que j'ai été longtemps dans ma vie à me laisser faire. Tu sais, le secondaire, ça a été difficile pour moi, tout ça, j'étais plus gros que les autres, mes deux parents travaillaient, puis, tu sais, je me faisais écœurer un peu à cause de ça. En tout cas, pas quelle affaire. Fait que j'ai souvent défendu par la parole, parce que physiquement, moi, je suis pas un gars violent. Je suis pas agressif, je suis pas violent, fait que je me défends par ma parole. Puis, je viens de la Gaspésie, puis nous autres, chez nous, on a une manière de désamorcer les affaires que des fois, vous n'êtes pas prêts, là. Fait que moi, j'ai, comme dirait ma mère, moi, je suis transparent comme un châssis, pas de vitre. Fait que moi, si je commence à m'estiner, on commence à s'estiner sur une affaire, blablabla, puis là, t'as l'air de vouloir me dire que moi, j'ai tort. Là, non. Non. Si j'ai tort, te le dire tout de suite. Oui, t'as raison, j'ai tort. Mais si j'ai pas tort, crime, j'espère que t'as bien déjeuné. Ah oui, parce que ça va pas s'arrêter. Puis on te le reproche, ça? On te le dit? C'est parce que je suis enrageant aussi. Moi, c'est enrageant de se pogner avec moi parce que je pogne pas les nerfs. Moi, là, je vais rester calme pendant 8 heures en disant, Marie-Claude, non, puis là, tu vas être rendu debout de sa table à me varger avec le pot. Puis ça fait, j'essaie de te le rentrer dans la tête, ça te rentre pas. Je vais faire, mais oui, je sais bien, Marie-Claude, mais ça rentrera pas non plus. Puis là, tu sais, fait que moi, je suis toujours là, moi, je discute, moi. C'est doux, ça va pas, on s'estime pas en se criant après, là. Non. Moi, je n'élève pas la voix dans la vie. Mais t'as fait lever aux autres. Puis dans ton couple, est-ce que ça fait ça aussi? Est-ce que tu t'obstines aussi avec ta conjointe? Ça fait 17 ans qu'on est ensemble. On s'est jamais chicané. On n'a jamais élevé la voix un contre l'autre. Jamais en 17 ans. Donc, tu t'obstines pas? Je reste plus là. Non, je m'estime encore, mais c'est ça. Ça, c'est une autre affaire dans le couple aussi. C'est que au moins mes parents m'ont appris. Mes parents, jamais, ils parlaient fort si j'étais là. Jamais. Mettons qu'il y avait une petite dispute ou quoi que ce soit, là. Non, il se faisait un signe, là, puis il allait dans la chambre, puis il fermait la porte, puis là, il se parlait un petit peu plus fort là, mais jamais il faisait ça devant moi. Puis moi, j'haïs ça crier, puis moi, si tu me cries après, là, oublie ça, je suis plus réceptif, pas en tout. Je déteste me faire crier après. Fait que c'est ça, fait que j'ai développé une technique que je reste calme jusqu'au bout, mais jusqu'au bout. Puis comment tu réagis à l'autorité? Pas très bien. Comment je te dirais ça? Ce que j'haïs de l'autorité, là, c'est quand il y a un plan déjà fait. Tu sais, genre, t'as pas le droit de faire ça pour telle raison. OK, bon, ça, c'est parfait, ça. OK, je le sais, c'est marqué là. Mais hey, t'as pas le droit de faire ça. Pourquoi j'ai pas le droit de faire ça? Parce que c'est marqué là. Oui, mais attends une minute, c'est marqué là. C'est pas marqué exactement ça, là. Fait que là, je m'estime. Je commence. Fait que c'est ça, j'ai un petit peu, genre, c'est comme... Moi, j'ai pas... Comment... Faut que je te le dise comme faut. Regarde, je travaille à la radio, présentement. Oui. OK? Puis j'ai des amis de la radio qui doivent être là, je ne sais pas où ils sont. Mais ça se peut que je ne rentre pas lundi à cause de ça. Tu sais, ça vient avec un cadre, la radio. Tu sais, tu peux pas dire ce que tu veux, quand tu veux. Parce qu'il faut que tu sois un petit peu réfléchi aussi. Il faut que tu fasses attention à certaines affaires, tu sais, pas tout ça. Ça, moi, je la comprends, ça. Je comprends ça, puis c'est tout à fait normal, puis j'accepte ça. Mais quand c'est le temps de l'appliquer, ça me fait chier. Ça me fait chier parce que moi, j'aurais le goût de dire tout ce que je veux tout le temps. Tu sais, moi, je suis impulsif, je réfléchis pas, puis je suis émotif. C'est à peu près le pire mix que tu peux pas avoir pour faire de la radio. Puis je suis en direct. Mais oui. Fait que moi, des fois, les fils se touchent, tu sais, puis ça sort. Tu sais. Puis après ça, le lendemain, on me demande d'arriver un petit peu plus de bonne heure, puis je vais rencontrer des gens, tu sais, puis... Les gens, ça, c'est comme les boss?
Mais c'est ça. Mais ça arrive pas souvent, mais quand même. Fait que T'es c'est stressé quand on t'appelle, par exemple, dire PA, peux-tu rentrer plus tôt demain, puis tu sais qu'est-ce Non, qui moi, t'attend? j'assume tout ce que je dis, moi. Moi, un coup que c'est sorti, là, c'est fait. C'est sorti. Tu sais, regarde, l'eau, là, un coup qu'elle est sortie du tuyau, là. Elle est sortie. C'est que là, dans le fond, ils te disent de plus le refaire. Ils disent de faire attention, puis c'est correct, puis c'est normal, puis ce cadre-là, c'est à moi de le respecter. Ouais. Ce cadre-là, c'est à moi de me faire une idée avec, tu sais. Comme la même affaire quand on va à la télé. Tu sais, moi, ça me fait chier raide qui bip les sacs. On est en 2024, t'écoutes Stat, ça sac à tour de bras, c'est un grand coup de crise puis de tabarnak. Puis moi, je fais un crise dans un de mes numéros que j'ai écrit, là, c'est moi qui l'ai écrit. Puis il me le coupe à la TV. Ça, j'haïs ça. Ça, c'est le genre de figure d'autorité que j'haïs. Ça, j'aime pas ça. Ça, j'aime pas ça. Tu viens gratter dans mon œuvre, en fait. Oui, mais puis en même temps, c'est de l'autorité pour le public, puis les téléspectateurs. Ah oui. On vient de leur enlever quelque chose à Oui. eux aussi. C'est ton... Comme s'il était trop niaiseux pour savoir qu'est-ce que je viens de dire. Hey! Un bip, on se doute qu'est-ce qu'il y a en dessous. Voyons donc. Puis surtout que tu le vois que le Mayol a fait un tabarnak. Tu sais, fait que tu le vois, là. Tu sais, comme. Mais non, ils vont faire bip, bip, bip. Tu sais, comme ça, j'haïs ça. J'haïs ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, sacré? Moi, ça fait partie de mon langage sacré. Je sais qu'il y en a qui disent « Ah, c'est vulgaire, puis tu sais, on devrait pas sacrer. » Moi, j'ai entendu, tu sais, mon grand-père ne savait pas lire, ne savait pas écrire, mais il sacrait. Ouais, puis il sacrait bien. Il était bon là-dedans. Puis, mais c'est ça, tu sais, il travaillait fort de ses mains, il travaillait sur la terre, il aiguisait des haches, mon grand-père. C'est ça qu'il faisait, il aiguisait des haches. Puis, tu sais, c'était comme de la ponctuation. Tu sais, comme... Hey, ouais, on va faire ça là, c'ti. Puis là, non, hein, câlisse. Fait que c'est comme si c'était dans la ponctuation, quasiment. C'est comme ça, ça coulait. Il mettait des sacs à des places que je n'aurais jamais mis un, tu sais, comme... Mais c'est ça, c'est comme... moi, j'aime encore dire des expressions de la Gaspésie, tu sais, puis des fois, tu sais, de me faire dire... Tu sais, une critique qui m'avait fait mal à mon premier show, c'est qu'il y avait un journaliste qui avait dit que j'avais un discours régional. Tu sais, fait que moi, j'étais content, mais en même temps, j'étais en crise, parce que c'est pas ça, là. C'est que j'ai pas un discours régional. C'est que je suis un fier représentant de ma région, puis que je m'en cache pas. C'est pas, tu sais, genre, je vais pas faire la promotion, je pars pas avec un sac de morue, tu sais, puis c'est pas ça, là, je suis pas en quête, là, je suis pas en mission pour la Gaspésie, là. C'est pas ça, mais sauf que, tu sais, j'ai un accent, puis je l'assume, puis j'aime ça. Mais je trouve ça tellement important, ce que tu es en train de dire, parce que Montréal est aussi une région. Tu sais, on est toutes dans des régions, mais moi aussi, quand j'habitais dans le Bas-Saint-Laurent, à un moment donné, en campagne électorale, Juliette était toute petite, je l'allaitais encore. Et il y a un journal, pour ne pas le nommer, c'était De Gazette. De Gazette. M'ont interviewé, ont fait une entrevue avec moi, puis j'expliquais qu'il fallait que je quitte, justement, il fallait que j'aille allaiter. Je m'impliquais dans la campagne, mais avec 2-3 contraintes. C'est ça. Et puis j'avais 3 enfants, puis on habitait dans le Bas-Saint-Laurent, fait qu'il avait décidé que j'étais une femme folklorique. Folklorique. Hey. C'était ça le titre, que j'étais une femme folklorique. Un fichu, un accordéon, puis let's go. Mais savez-vous, c'était quoi l'image que j'avais quand il me disait ça? C'était comme si tu en train de me dire que moi, je ramassais des patates avec un tablier avec mon bébé accroché qui allaitait mon sein. Ah oui. Tu comprends-tu? Puis j'allais baratter mon beurre, là, parce que j'habitais à Kakuna. Mais quand on dit qu'on est Québécois, ça comprend toutes les régions du Québec. Qu'on soit à Kakuna, qu'on soit à Chandler, qu'on soit à Chicoutimi, à Rouyn-Noranda, peu importe. Et ça, moi, même dans des équipes de travail, des fois, ils disent « Oh, mais ça, c'est pour le monde de région. » Pardon? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le monde de région? Parce que le monde de région, ils ont pareil comme toi ici. En plus, ils sont obligés de sortir de leur région s'ils veulent avoir certains soins. Alors que toi, des fois, je dis aux gens de Montréal, tu l'as même pas découvert, le Québec, parce que tu as tout ici. Alors que nous, en région, on est obligés. Puis moi, je suis quand même de Montréal de naissance. C'est que j'ai déménagé après. Mais je trouve qu'il faut valoriser, comme la région de Montréal, là. Je suis pas anti-Montréal, mais il faut valoriser Moi, oui. l'ensemble. Toi, t'es anti-Montréal. Ah! Hey boy! La ville du diable. Moi, là, Oh, il a fait beaucoup de réactions. Ouais. Mais c'est pour ça que je me suis installé à Québec, puis je suis jamais reparti de Québec, moi. Je suis jamais reparti de Québec, moi, parce que Montréal, pour moi, ça n'existe pas. C'est comme... c'est un mirage. J'en reviens pas. Qu'est-ce qui te déplaît de Montréal? C'est sale, Montréal.
Moi, là, j'aime ça, les beaux terrains, les beaux ci, les beaux ça. Montréal, tu sais, il y aurait quelque chose à faire là. Puis, tu vois, la semaine passée, je suis allé enregistrer Bellebum au Théâtre National. Ouais. Ça, c'est dans le village. OK? Ouais. Moi, au début 2000, là, j'avais des amis qui habitaient dans le village. Puis souvent, ma blonde puis moi, on montait, puis on allait souper là-bas. Puis le village, là, honnêtement, là, c'était magnifique. Il faut dire aux gens C'était là, propre. ce qui c'est pas clair, c'est sur Sainte-Catherine. C'est sur Sainte-Catherine. Entre Papineau, mettons, puis on Berry. pourrait dire Berry. Ouais. Oui. C'est le village gay. Fait que le village, là, c'était propre. Il y avait des beaux restaurants, des beaux bars. Le monde était tout trimé. Écoute, honnêtement, là, c'était une belle fierté. Fierté, c'est un drôle de mot, un drôle de jeu de mots, mais c'est une belle fierté pour Oui, Montréal. oui. C'était vraiment... Là, c'est épouvantable Mais ce que la j'ai vu. pandémie a mis à terre. C'est fou, là. C'est sale, c'est délabré. Il y a de plus en plus de gens dans la rue. Il y a une fille qu'on a vue, là, qui est restée le bras de même 1 heure de temps, juste de même, comme complètement... C'est comme une statue de même. Ouais. Puis moi, tu sais, j'ai encore le cœur sensible à ces affaires-là. Là. Fait que... pas ces affaires-là, dans genre, la situation. Mais j'ai bien de la misère. Tu sais, de la misère à te parquer, de la misère à sortir. Hey, quand je faisais des shows au Saint-Denis, là, c'était mon show à moi. Là. C'était mon show. J'arrivais, je faisais mon show. Il y a des gens qui, à 8 h, on commence à 8 h, il y a des gens à 8h35, 8h40 encore qui rentrent dans la salle. 8h40. Ça fait 40 minutes que j'ai commencé. Ah, on n'a pas eu de parking, on n'a pas eu notre facture au restaurant. Puis après ça, après le spectacle fini, je sors, puis pour sortir de Montréal, je suis pris dans mon propre trafic. C'est moi qui les 1800 personnes qui étaient là, ils sortent en même temps que moi. Fait que je suis pris dans mon propre trafic. 1h30 de temps, je veux tout casser. Les gens ont peur des gens. Moi, j'arrête pas. Je suis tellement avec ça que je viens de la Gaspésie, mais moi, j'aime le monde, moi. J'aime jaser avec le monde, j'aime parler avec le monde. Tu sais, les premières fois que j'allais à Montréal puis je prenais le métro avec mes chums, moi, je jasais avec tout le monde. Mais je me disais, arrête donc de jaser avec tout le monde. Mais pourquoi? OK, tu vas passer pour un gars bizarre en tabarouette, tu jases avec tout le monde. Et moi, on est dans une roulotte, asti. C'est comme, tu sais, comme, je peux-tu jaser avec le monde dans la roulotte? Ça, c'est le wagon de métro. Ben oui, le wagon de métro, tu sais, mais non, c'est ça. Fait qu'il y a quelque chose d'impersonnel, quelque chose oui, par exemple, je trouve que c'est une magnifique ville au niveau culturel parce que tu peux tout voir de n'importe où, de n'importe qui, de n'importe quoi. Tu peux manger de n'importe quoi, tu peux parler n'importe quelle langue, tout ça. Mais tout ça ensemble, tu sais, c'est comme un garde-manger, là. Les affaires vont pas toutes ensemble, là. Fait que, non, mais c'est vrai, tu sais, ils parlent tellement que Montréal, ils veulent que Montréal soit belle, Montréal soit à vélo, Montréal soit ci, Montréal soit ça. Tout ce que je vois, moi, c'est des itinérants, des contes puis de la misère. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de misère. C'est tout ce que je vois. Il y a des beaux secteurs à Montréal, mais je veux dire, il y a... en a de moins en moins. Puis, on essaie, il y a beaucoup de gens qui essaient de créer justement des communautés à travers les différents arrondissements, mais il reste que là, ça s'appauvrit tout le temps. Ah, mais tout le temps. C'est épouvantable ce que j'ai vu. Une ville qui a besoin d'amour, Montréal. Vraiment. Ben moi, j'aime beaucoup Montréal. Puis moi aussi, ça me fait de quoi de voir cette ville-là qui, à chaque fois, tu sais, justement, le trafic en sortir, rentrer, c'est complexe. Mais à Québec, c'est assez extraordinaire. Tu sais, je sais depuis quelques jours, là, puis je trouve que les gens ont pas peur des autres. Ah, un peu moins, oui. En tout cas, il y a une paix, il y a quelque chose, il y a beaucoup moins d'itinérance aussi. Mais tu sais, l'itinérance, c'est l'affaire de tout le monde. C'est pas juste l'affaire de Montréal. Je pense que c'est quand même... ça dit qu'on a des enjeux de société importants au Québec et qu'on a à régler ça. Moi, la première fois que j'ai été confronté à ça, l'itinérance, moi, j'arrivais de la Gaspésie, mais j'avais jamais vu ça de ma vie, là. Tu sais, fait comme ça... Wow! J'étais porte-parole 50 ans de la Nuit des Sans-Abri ici, puis je donne beaucoup de temps pour les gens dans le besoin. C'est important, je trouve. Oui, il y en a quand même beaucoup ici aussi à Québec. Ouais. Ils sont assez concentrés. Plein d'organismes, puis on en reçoit à la radio aussi, là, on en parle beaucoup. Là, je shake encore? Niveau rouge. Niveau rouge? Il y en a juste 4. Tu m'en donnes 3. Je t'en donne 3. Fait que finalement, j'en enlève une, je te donne les 3 autres. C'est ça. Okay. Hein? Pas l'air de rien, mais je t'instrue. Est-ce que tu t'es déjà rendu au bout de tes limites physiques ou psychologiques? Oui. OK, excuse-moi, je pensais que... Avec quelle personne décédée aimerais-tu partager un repas? Oui. À quel besoin profond ta blonde répond-elle? OK. Fait que je fais quoi? T'en choisis une. La première. OK. Est-ce que tu t'es déjà rendu au bout de tes limites physiques ou psychologiques? Oui. Ah oui. Ben oui. Je frappais le mur, moi.
Je frappais le mur, puis il frappait le mur deux fois, deux bonnes fois. Une fois interné, puis toute la patente. Puis, mais ça, là, ça a l'air niaiseux, mais moi, aujourd'hui, là, si tu me demandais, là, le PA, ça fait depuis 2020 que tu le sais que tu es bipolaire. Tu reviendrais ça en arrière, mettons, si on te donnait la chance de ne pas l'être, pas en tout. Pas en tout. Ça a été une bonne affaire pour moi. On dirait que toutes les épreuves de ma vie m'ont rendu service. Puis c'est pas moi qui m'ai mindé positivement à ça, là. Tu sais, comme l'intimidation. Ouais. L'intimidation, c'est au secondaire, tu sais, j'étais plus gros que les autres, j'avais une grosse tête à friser, puis tu sais... puis je me faisais écœurer. Mes chums avaient toutes des blondes. Puis moi, tu sais, dans les équipes de sport, j'étais jamais celui qui était choisi. Tu sais, j'étais celui qui prenait, mettons, pour ramasser les battes de baseball. Là. C'était moi ça. Mais je jouais pas. Tu sais. Mais tout ça, là, ça m'a forgé, Marie. Là. Ça m'a tellement forgé. Là. Toutes les insultes que j'ai reçues, là, que je me suis défendu après ça, là, ça m'a forgé en tabarouette. Toutes les histoires négatives que je me suis bâties dans ma tête avant de le savoir ce que j'avais, là, avant de trouver... C'est pas les réponses qu'il fallait que je trouve, c'est les bonnes questions. Tu sais, les réponses, tu vas les avoir, mais il faut que tu aies les bonnes questions. Si tu n'as pas les bonnes questions, tu n'auras jamais les bonnes réponses. Fait que moi, là, ces questions-là, je les ai eues après que j'ai découvert que j'étais bipolaire, mais tout le reste, là, tout ce qui s'est passé avant, l'intimidation, les bouts un petit peu plus tough, blablabla, un petit bout de consommation à travers ça, tout ça a fait en sorte que j'ai été capable d'entraîner mon cerveau à bâtir des histoires. Mon cerveau, là, il s'est entraîné à bâtir des histoires. Au début, il bâtissait tout seul, puis tu sais, dans mes grosses phases de paranoïa, là, tu sais, que j'étais en char, là, mettons, je m'en allais sur l'autoroute, là, puis j'avais l'impression que les chars en avant me ralentissaient pour ceux d'en arrière me pognent. Ça, c'est assez paranoïaque, là. C'est comme... non. Mais toi, tu le vis pour vrai, là, à ce moment-là, donc c'est anxiogène, oui, là. Non, c'est ça, c'est comme... Ça n'a juste pas de bon sens. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, si je suis capable de faire de l'humour, puis je suis capable d'avoir un discours qui se tient, puis tout ça, c'est parce que je suis capable, dans ma tête, de bâtir une histoire. Puis ça, il a fallu que, tu sais, que je le pratique. Un coup que j'ai su que j'étais bipolaire, puis j'ai commencé à prendre du lithium, puis tout ça, c'est sûr que, tu sais, les premiers temps, là, t'es comme, wow, c'est bizarre ce que je vis, là. On dirait que je pense pas pareil, je réfléchis pas pareil. Mais je l'avais, cet exercice-là, de m'inventer des vies. Tu sais, moi, je me suis inventé des vies, Marie, là, des affaires qui n'ont pas de bon sens. J'ai déjà été médecin, j'étais pilote d'avion. Mais tu t'es inventé ça quand? Je partais un soir, moi, je me disais, OK, un soir, j'étais pilote d'avion, mais on va veiller à Victo. J'arrivais à Victo, j'étais un pilote d'avion. Je rentrais dans le bar, mon avion, mon avion. Puis tu te croyais, là? J'étais convaincu. Je suis convaincu qu'il y a encore une fille aujourd'hui qu'à chaque fois qu'elle prend l'avion, elle check en avant, voir si c'est pas moi qui chauffe. mais ce que tu dis, c'est quand même quelque chose que beaucoup de gens vont vivre avec la bipolarité. Mm-hmm. Cette distorsion-là, en fait, de leur propre réalité, mais qui crée quand même une forme d'anxiété quand tu crois à tes scénarios, là. Oui, ça crée de l'anxiété, mais ça crée aussi du bonheur. Il ne faut pas se le cacher. Là. Quand tu es sur un high, là, moi, je suis un type 2. J'ai plus de low que de high. Je suis pas mal plus tout le temps dans la cave que... Mais les highs, là, c'était écœurant, Marie. Là. Raconte-nous un high. Ben, il n'y a rien comme... Moi, là, j'ai à peu près essayé toutes les sortes de drogues qui existent au monde, là, dans ma vie, là, parce que dans un bout où j'étais bien perdu, il n'y a pas une drogue comme un high. Pas une. Pas une. Même la coke, n'importe quoi, il n'y a pas rien comme un high. Un high, là, c'est que tu... T'es le roi du monde. Il n'y a rien d'impossible. Tu t'en vas te faire couper les cheveux, tu changes ton habillement, tu commences à t'entraîner, tu t'es jamais entraîné de ta vie. Je changeais de concentration à l'université. J'arrivais dans le bureau du recteur, c'est terminé, moi je m'en vais, non, je veux aider la vie, puis je m'en vais là. Puis là, écoute, là, t'es parti, là, t'es 2 jours sans manger, sans dormir, tu fais du ménage chez vous, une affaire de fou, les dents te claquent de même dans la gueule. C'était écœurant comment que c'est bon. C'était écœurant comment que c'est bon. Aïe. Mais le lot est bon Dieu. C'est ça qui fait mal. C'est plus tu montes, plus ça va fesser, mais que tu tombes, là. Oui, c'est ça, parce que pour mettre fin à un high, il faut que tu te rendes loin. Oui. Il y en a des fois qui vont finir à l'hôpital aussi. Des fois, dans le high, ils vont devoir être médicamentés pour les ramener. Oh, oui, mais moi, je suis médicamenté depuis 2020. Moi. Est-ce que tu as été médicamenté dans un high? Est-ce que tu étais comme en phase psychotique? Non, quand je suis rentré à l'hôpital la deuxième fois, là, j'étais dans un lot, là, mais un lot solide. Là. Ça faisait 6 jours que j'étais sur le divan chez nous. J'avais pas mangé, j'avais pas bu. J'avais pas pris de douche, rien. Fait que ma blonde a appelé mon gérant et elle a dit, ben là, s'il sort pas d'ici, il va mourir. Hein.
Fait que mon gérant m'a appelé, puis c'est le gérant d'Hugo Girard aussi. T'sais. Fait qu'il était avec Hugo, puis il dit, regarde, si tu sors pas de chez vous, Hugo puis moi, on vient défoncer la porte. T'sais. Fait que Chris, je l'ai cru. Il m'avait dit, j'étais avec Simon Boulris, j'aurais dit, ouais, peut-être que tu cogneras. Mais là, tu avais un incitatif. J'avais un incitatif. Je dis, OK, parfait, je te le promets, puis j'y vais. Là. Fait que je suis parti, pris une douche, pris un taxi, mais rendu à l'hôpital. Puis là-bas, ben, j'ai dit, gardez-moi parce que j'ai peur de moi. Puis si vous me gardez pas, je vous garantis pas que m'a passé 48 prochaines heures. Fait que là, ils m'ont interné. Tout de suite, ça n'a pas été long. Parce que tu avais des idées noires. Ouais. Pas... Ça, mais c'est qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas été interné? Je suis pas un gars violent. Moi. J'aime pas la violence. La violence me fait peur. La violence envers les autres et la violence envers moi-même. Je pourrais frapper quelqu'un. Puis même si ça s'attaquait à ma mère, ma fille, ma blonde, je sais pas jusqu'à où je pourrais aller. Mais je déteste la violence. Je déteste ce qui est des violences genre physiques puis tout ça. Dans mon idée de mourir, c'était impossible pour moi de me donner la mort de façon violente. Fait que j'avais décidé de me laisser mourir. Fait que ça faisait 6 jours que je buvais pas, que je mangeais pas. J'avais décidé de me laisser mourir. C'est ça que je voulais faire. On sait que la déshydratation, c'est ce qui va tuer en premier. C'est la première affaire qu'ils ont faite quand je suis rentré à l'hôpital, c'est de me donner un soluté parce que j'étais déshydraté. La peau de mon palais me tombait sur la langue, tellement j'étais déshydraté. La peau du palais s'effritait. Puis c'est ça. Fait qu'après ça, ben, là, j'ai été interné. Tu sais, c'est quoi la différence entre interné et hospitalisé? La porte bord, pas du même bord! Il y en a une, tu cognes doucement pour rentrer, l'autre, tu varges pour sortir. Ouais. Fait que toi, t'étais du bar. Je sais, j'ai fait les deux, moi. J'ai fait les deux. Fait que t'étais du bar où c'était barré par l'extérieur. Oui, c'était barré par l'extérieur. Ben des gens vont te dire, tu sais, parce que j'en ai rencontré d'autres, des gens malades, là. Puis ben des gens vont te dire, tu sais, ça a été une période difficile de ma vie. Ça, c'était... Pas moi. Moi, là, on dirait que tout s'est enligné pour que ça aille bien aujourd'hui. Fait que tant qu'à ça, là, tu sais, comment je te dirais? Ça pue l'ail, mais c'est bon, c'est une recette, tu comprends? C'est un peu ça. C'est que, tu sais, moi, je l'ai eu, mon bout d'ail, là. Ben, mon bout de d'épluchage d'oignon, là. Non, c'était pas le fun. Non, c'était pas trippant. Mais ça fait que ma sauce, elle est bonne en tabarouette au bout. Mais parce que tu consultes, c'est-à-dire t'es médicamenté. Oui. Et tu respectes la posologie, tu respectes ta médication. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'arrêtent quand ça va bien aussi. OK. Donc, toi, tu... Moi, j'ai fait ça. T'as fait ça? Oui. Ça s'appelle le syndrome de Superman. C'est un matin, tu te lèves, tu dis, mon, t'as dit que je vais bien. Hey. Puis là, t'appelles tes chums, tu dis, Colin, que je suis content d'avoir consulté. Puis Colin, je suis content, merci. J'appelle mon gérant, merci. J'étais allé à l'hôpital, puis tout ça, c'est le fun. Là, aujourd'hui, je vais bien, puis je respire, puis enfin, je suis guéri de cette cochonnerie-là. Dans une poubelle de médicaments. 3 semaines, gros top. Qu'est-ce qui se passe après 3 semaines? Là, c'est ça. Là, t'as plus le loisir du high, là. Tu monteras pas, là. non. Là, tu vas partir de... Encore, 2-3 semaines après, tu veux encore mourir, puis tu veux tout le temps mourir, puis... Mourir. L'obsession de mourir tout le temps, ça va ça va m'accompagner jusqu'à ma mort. Mais là, présentement, quand t'es... Mais quand t'es sous médication, est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses encore? Constamment. Encore, donc? Constamment. Il y a comme une lutte. Non. Non? La mort, c'est devenu mon ami, moi. C'est devenu mon ami. J'ai tellement voulu, puis, tu sais, Caroline, que j'ai voulu y aller, là. J'ai voulu y aller pas mal, là, pour ça. Qu'aujourd'hui, tu sais, j'ai le plaisir de la narguer. Mais il faut que je la nargue. Quand ça va pas bien, puis je me dis, je me tire une balle dans la tête aujourd'hui, je fais, hey, toi, maman, t'as dit, laisse faire tes affaires, toi. Fait que, tu sais, comme avant ça, tu voulais mourir, la seule personne à qui tu parlais, c'est à toi-même, puis tu te convainquais. Tu étais capable de te convaincre que tu étais capable d'aller vers là. Moi, j'ai comme une amie, là, à qui je peux donner de la marde quand ça va pas bien. Puis c'est la mort. Fait que tu jases avec. Tout le temps. Constamment, tous les jours. Mais c'est quand même quelque chose à porter dans ta vie, ça. Est-ce que ça te fait réaliser que ta vie est belle? Oui, quand même, oui. Mais c'est
C'est juste un élément parmi tant d'autres. C'est une couleur sur le tableau. Là. C'est pas plus que ça. Ça prend pas plus de place que ça. Mais tu as réussi à équilibrer ça. Oui. Parce que ça n'a pris plus que ça. Oui. C'est ça. Donc là, par rapport à ce que tu as déjà vécu, tu peux replacer ça dans ta vie. Absolument. Puis ça te permet, tu continues de vivre. Je suis pas en parfait équilibre, mais au moins, tu sais, je suis heureux dans ce que je fais, je suis heureux dans ce que je suis heureux dans ce que je vis. Puis moi, tu sais, ma mère me disait, quand t'es bien, reste bien. C'était un peu ça, je suis bien, là. Mais tu sais, il y a quand même quelque chose qui me chicote dans la médication, dans le sens que quand tu arrêtes d'en prendre, non, mais parce qu'on a tous connu quelqu'un, en tout cas, je pense. Me parle avec le fil! Me parle avec le fil! Non, mais on a tous connu quelqu'un, justement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de bipolarité. On est beaucoup, oui. Et la médication, ou en tout cas, beaucoup de gens qui ont des troubles de santé mentale, qui doivent prendre une médication pour le reste de leur vie. Oui. Quand ils vont bien, ils n'ont plus envie de ça, parce que des fois, il y a des effets secondaires aussi de cette médication-là. Comment on peut convaincre quelqu'un? Parce que c'est dur de dire à quelqu'un, hey, t'en as besoin. Il va dire, hey, je suis bien. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui aurait besoin de recommencer la médication? Parce que de l'extérieur, on s'en rend compte. Honnêtement, la vérité, si ça vient pas de lui, c'est ça, hein? il n'y a rien à faire. Puis tu sais quoi aussi? Les bipolaires, on est des hosties de bons menteurs. On est les meilleurs menteurs de l'univers. Parce qu'on est capable de se builder des histoires dans nos têtes qui n'ont quasiment pas de bon sens, puis on est capable de se sortir de n'importe quoi parce qu'on s'invente des vies puis plein d'affaires. Fait qu'un bipolaire qui va bien, il peut te faire gober n'importe quoi. N'importe quoi. Comme tu vois, en fait, je suis Chantal Lacroix! Mais ça, est-ce que... Mais c'est ça. Fait que, tu sais, souvent, tu vas essayer d'encourager quelqu'un, tu peux lui dire, regarde, là, tu sais, normalement, là, t'es pas comme ça, puis là, je sais que t'as arrêté ta médication, puis là, tu sais, t'essaies d'y aller doucement, parce qu'on essaie toujours, tu sais, d'y aller doucement avec ces gens-là, parce qu'on n'a pas qu'ils soient fragiles. Ils sont pas si fragiles que ça. Si on arrêtait leur médication, ils sont pas si fragiles que ça. Des fois, ils ont besoin d'un wake-up call, c'est pas évident à faire non plus. Mais d'une autre affaire, tu sais, si t'arrêtes pas de le tanner, lui, ça va le tanner, là. Ça va le tanner en crime, puis là, il va dire, ben oui, mais regarde, je te l'ai pas dit, mais j'ai recommencé ma médication. Puis tu vas dire, bon, il a recommencé sa médication, Marie-Claude Barrette, ça c'est fait, ça c'est beau, c'est correct, elle me tannera plus. Il y en a un autre qui me tannera plus bientôt. Bon. Fait que tu sais, t'élimines ceux qui vont te poser des questions, t'es tasses. Tu sais, c'est parce que tu sais, t'es un peu conscient que le choix que tu viens de prendre d'arrêter ta médication, là, il va y avoir des rebounds à gauche et à droite. Là. Dans ton cercle d'amis, dans ton attitude, tu ne pourras pas le cacher si longtemps que ça parce qu'il y a vraiment un changement d'attitude marqué. Fait que, tu sais, tu essaies de te minder dès le départ en disant, comme même j'arrête mes médicaments, bien, je n'irai pas me mettre, tu sais, quelqu'un qui va me poser trop de questions ou quelqu'un qui va me dire de recommencer ma médication. Tu sais, comme ça, je vais les tasser. Tu penses à ça, là. Ben oui, tu penses à tout ça. Fait que tu gères. Tu gères tout le temps. Fait que tu n'arrêtes jamais dans ta tête. Oui. Puis, tu sais, d'un autre côté, à un moment donné, quand tu finis par réaliser ça, moi, quand j'ai réalisé, tu sais, autour de 99-2000, quand j'ai eu mon diagnostic, puis tout ça, que le nombre de menteries que j'avais compté dans ma vie, moi, c'était épouvantable. Comment j'avais compté des menteries. Ben, aujourd'hui, ça fait de moi un gars trop honnête aussi. Tu sais, j'ai plus de filtre. Je dis tout, puis, tu sais, des fois, ça passe pas tout le temps. Mais, tu sais, dis-toi que c'est peut-être dur à entendre, mais c'est 100% vrai, par exemple. Puis à cette heure, c'est ça, je déteste les menteurs, je me tiens loin des menteries, puis je suis d'une honnêteté déconcertante des fois. On va demander la boîte du niveau bleu. Tu vas pouvoir piger le niveau du public. C'est pas pire, le public? Et voilà. Ah, pas ce niveau-là, OK. Oui. Tu vas piger 5 questions. 5? Oui. Merci. Et voilà, écoute, on a de la... Tu peux peut-être le mettre à terre, je ne sais pas, en dessous de la table. On va le mettre en dessous de la table. OK, de Suzanne. Suzanne! Est-ce qu'on te voit un peu moins sur scène par choix, par obligation? Ça te manque? Lise nous demande, ton plus grand enjeu dans ta vie familiale étant TDAH? Point d'interrogation. Mm-hmm. Annie, te considères-tu heureux à ce jour et accompli? Suzanne, ce n'est pas une question, c'est plutôt un commentaire. Oh. Nous te trouvons super sympathique et nous t'aimons gros comme le ciel. Wow, merci beaucoup. C'est merci. Beau.
Merci. Je vais la garder. Mais là, l'autre, c'est une question à moi, donc ça a moins rapport d'Isabelle. Là, c'est ton rêve, profession, radio, télé, chant ou politique. Et boy! Réponds. Ben, je vais te dire, mon rêve professionnel, c'est juste de continuer ce que je fais. Oui, hein? Moi, j'ai pas... tu sais, ta mère, ce qu'elle disait, là... Quand t'es bien, reste bien. Quand t'es bien, reste bien, ben, j'ai pas envie de faire d'autres choses. Honnêtement, moi, là, ce qu'on est en train de faire, c'est ça que j'ai toujours voulu faire. Ça fait qu'une fois que je suis en train de gagner ma vie comme ça, puis d'avoir du plaisir, ben, pourquoi je ferais d'autres choses? Et voilà. Hein? Ne cherche pas le bonheur, il est là où tu es. Hein? Ça, c'est c'est important. Ah oui, c'est à cause de toi qu'on l'a eu dans les oreilles pendant un an de temps. Oui, il est où le bonheur? C'est bon! Ah non, Hey, c'est arrête, bon! arrête. Moi, là, j'entends cette toune-là, je kick dans la radio. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est pas ici. Ah ouais, la question. Toune de marde. Qui risque que j'aille cette toune-là, moi? Oh my God, on va couper ce boulot au montage! OK, c'est ça. Ouais. On n'a aucun montage, mais là, on va en OK, avoir. ouais, c'est ça. Non, Mets des bips. on peut pas dire ça de mon Christophe Maé. OK, là. excuse-moi. Ah, Mais non, moi, cette excuse-toi pas, toune-là, t'as là. le droit. Moi, quand j'entends cette chanson-là, ça me remplit Qu'est-ce de bonheur. qui te gosse tant que ça? Il est où le bonheur? Ta gueule, toi, il est où le bonheur? Il est là. Il est là. Ben oui. Il est là. Et c'est souvent quand il n'est plus là qu'on savait qu'il était là. C'est quand même vrai. Oui. C'est souvent quand on l'a pas qu'il nous manque. Ben, il aurait pu juste l'écrire au lieu de le chanter. Oh my God, t'as le droit à ton opinion ici. Oui, c'est ben un lieu sans jugement. Et voilà. Une chance, parce que je m'obstinerais, là, Il est où tu le vois. bonheur, il est où? Hey, en plus, Hey, ils l'ont puis mis le dans une tasser. annonce en plus. Mais tu la sais quand même. Ben oui, j'ai pas le choix. Hein. De la savoir, elle passait 725 fois par matin. Ouais. Puis sa petite danse qu'il fait, là, tu l'as vu danser ça? Ben, il y a une danse en Oui, plus. ben non, mais ça veut dire, lui, la manière qu'il danse, c'est Tu veux-tu tellement... que je varse la table, Margot? Non, je veux que tu aimes Christophe Maé. OK. Il a Là, l'air fin, il y a des beaux chapeaux. il y a des beaux chapeaux, c'est ça. Alors, je te repose des questions. Oui. Est-ce qu'on te voit un peu moins sur scène par choix, par obligation, ça te manque? Ton plus grand enjeu dans ta vie familiale étant TDAH, te considères-tu heureux à ce jour et accompli? Parfait. Fait qu'on répond 3. T'en choisis une ou tu peux... La première. Vas-y. Moi, OK. c'est quoi la première? C'est est-ce qu'on te voit un peu moins sur scène par choix, par obligation? Par choix. Par choix, j'étais fatigué. J'étais vraiment fatigué. Puis, tu sais, la tournée, là, pour les gens qui ne le savent pas, là, tu sais, ça a l'air bien le fun vu de l'extérieur, là, mais de l'intérieur, là, c'est d'ouvrage. Tu sais, tu vois, la première tournée, on a fait 495 représentations. La deuxième, on en a fait 340 quelques, si je me trompe pas. Puis, fait qu'il y a une année, entre autres, là, durant mon premier show, là, que j'ai fait 125 000 kilos sur mon char cette année-là. En une année? En une année. J'ai fait énorme. 160 chambres d'hôtel cette année-là. Tu sais, fait que tu es tout le temps parti, tu n'es jamais à la maison. Et tu sais, il y a bien des places que tu arrives, puis il n'y a rien d'ouvert après le spectacle pour manger non plus. Fait que, tu sais, on se nourrit d'un dépanneur, là, quasiment. Puis c'est la route tout le temps tout seul. Tu sais, puis à faire 100 000 kilos par année tout le temps, les chambres d'hôtel. Ma fille est venue au monde le 1er août 2011, puis je suis parti en tournée le 6 avec Peter. Fait que, ça fait que depuis qu'elle est au monde, que j'étais en tournée. Puis là, ben, je venais d'avoir 50 ans, puis je m'étais fait opérer pour le cœur, puis tout ça. Puis, tu sais, ça avait brassé bien des affaires dans ma tête aussi. Puis là, j'ai commencé à remplacer à la radio. Puis ça, j'ai commencé à aimer ça. Puis tabarouette, ils m'ont fait un offre pour revenir avec eux autres. Fait que là, ben, j'anime le retour, puis j'ai une super équipe. Fait que ça, je suis là au moins pour 3 ans. Puis 2 ou 3, je sais plus. Mais tu sais, animer le retour, c'est prestigieux aussi. Ben oui, mais en. Mais ça a amené autre chose. C'est différent. C'est un milieu que je n'étais jamais allé. Fait que c'est une autre corde à mon arc, puis j'adore ça. Puis j'aime surtout travailler avec ceux avec qui je travaille. T'sais. Fait que, mais, écoute, moi, ça allait bien, mes affaires. Je vendais des billets, puis tout ça, mais j'étais fatigué. Puis Jean-Michel, merci à Jean-Michel d'exister, Jean-Michel Anctil. Jean-Michel, c'est mon grand ami, puis c'est lui qui a fait une partie de la mise en scène de mon premier show, puis il est venu voir mon deuxième show, à un moment donné, au 10-30, comment ça s'appelle? Au Manuvie, maintenant. La salle, le club Oui, c'est ça. ou Manuvie? Non, l'autre, la grosse salle. Ça s'appelle Manuvie, maintenant. C'est l'Étoile? Oui, l'Étoile. Ouais. Bon, OK. Bon, à l'Étoile, il est venu me voir, puis il m'a dit, toi, tu commences à être tanné, toi. Je sais, pourquoi tu me dis ça? Il dit, t'es à 10 minutes d'embarquer, t'as même pas ton T-shirt puis ta veste de mi, rien. Tu es en train de fumer une smoke dehors, tu es bien tranquille comme si rien n'était, t'embarques dans 10 minutes, chum? Je dis, oh oui, le gars, j'embarque dans 10 minutes. Mais il dit, fais pas comme moi.
Il dit, moi, je me suis tanné, puis je me suis écœuré, puis j'ai fait 735 représentations, 500 quelques mille billets de vendus, puis blablabla. Il dit, ça m'a coûté quasiment une dépression, puis un divorce, mais un autre paquet d'affaires, blablabla. Puis il dit, tu sais, tant que tu l'as, l'essence, là, tant que tu l'as, le feu, là, garde-le. Puis si il est pour s'éteindre, t'es mieux d'être en veilleuse un petit bout, puis faire autre chose, puis à la fin, j'étais écœuré. J'appelais mon gérant, puis je disais, ça me tente pas à soir, là. Honnêtement, puis moi, j'avais jamais dit ça en 20 quelques années de carrière, j'avais jamais dit ça. Fait qu'il était temps que j'arrête. Puis, mais je vais y retourner éventuellement. Ça, tu vas revenir. Ben oui, c'est sûr que je vais y retourner. Ça, c'est pour moi, la scène, il n'y a rien de mieux que la scène dans la vie. Mais pour le moment, tu sais, je suis pas là en attendant à la radio. Ben, je suis pas là parce que j'ai rien ailleurs. Là. Je suis là par choix. Puis c'est ça que je voulais arriver à faire dans ma vie. C'est être capable de prendre des décisions, comme des grosses décisions, comme celle d'arrêter une tournée. Puis de dire, regarde, moi, je prends un break de 2-3 ans. Est-ce que le public va m'oublier? Pas grave. Je deal, moi. Let's go, on le fait. Bing, bang. On le fait. Tu as nommé Peter, donc tu parles de Peter McLeod. C'est quoi ta relation avec Peter McLeod? Amour-haine. Pour vrai? Je l'aime autant que je l'haïs. Ah oui. C'est parce que Peter, c'est lourd d'être son ami, Peter. C'est parce que moi, là, OK, moi, quand je fais mes affaires, là, Peter, il aime ça me faire des sauts, OK? Puis, tu sais, il est tout le temps en train de me pogner. Moi, j'étais 2 ans à habiter chez eux. Là. Fait que là, le matin, il ouvrait la porte puis il envoyait 3 chiens dans le lit. T'sais. Fait que les 3 chiens, quand même, le gros qui me zigne, puis tout, puis Ou bien, j'étais en train de faire mon numéro en première partie, là, puis là, il ouvrait les rideaux puis il me pognait à la cheville en faisant... Hey, là, écoute, fait que tout le temps, des coups de même. On va au restaurant, il dit « Hey, goûte cette sauce-là. » J'arrive pour y goûter. Il me met la main dans la sauce, je me ramasse plein de sauce. C'est tout le temps plein de coups, sauf que je peux l'appeler à 4 heures du matin puis je sais qu'il va être là pour moi, tu sais. Puis, ouais, c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup sur le métier, énormément sur le métier. Peter m'a appris que quand tu es sur le stage, là, tu es chez vous, là, c'est toi qui mènes. Je ne l'avais pas encore, ça. J'avais le petit côté encore gêné. Je me présentais aux gens. J'arrivais doucement vers les gens. À cette heure, quand je rentre. Salut, bienvenue chez nous. Avant ça, ben, je m'invitais. À cette heure, j'invite les gens. Puis il a été important dans ta carrière. Ben oui, c'est sûr. Écoute, j'ai fait 2 ans, ces premières parties. Puis, en plus de ça, durant l'entraque qu'il y avait entre Peter et moi, je vendais les billets de ma tournée qui était 2 ans plus tard. Fait que c'était comme un peu une genre de manière de faire de la promo. Fait que souvent, il y a des salles que, durant l'entraque, les gens allaient acheter des billets, puis j'étais déjà sold out pour ces salles-là 2 ans plus tard. Fait que c'est pour ça que j'ai vendu 300 quelques mille billets. Là. Puis la haine, c'est parce qu'il te joue des tours, dans le fond. C'est pas parce qu'il est pas fin. Ouais, tu sais, puis... Ouais, non, c'est pas... non, il est fin. Ben, il est tout le temps fin. Mais, tu sais, c'est lui qui décide. Tu sais, c'est pas donnant-donnant, là. Raconte, là, c'est non, ben, tu sais, c'est... Hey, il faudrait aller manger, on va là. Ah, ça me tente pas d'aller là, on va là. C'est ça, on va là. Puis tu y vas? Ben oui, on y va. Pas le choix, il va me bouder, sinon. À un moment donné, OK, on s'en va, OK? Puis là, il y a son gros pick-up dans le temps. Puis là, il dit, OK, tu sais, toi, il va chauffer, là. Je suis fatigué, là, puis tu vas chauffer pour... Je sais pas trop ce qu'on s'en allait. Fait que là, j'embarque, mais tu sais, là, je mets mon cellulaire dans la patente, puis je le serre, puis tout ça, puis je mets ma ceinture, puis j'ajuste mon banc, puis à un moment donné, il dit, là, câlisse, c'est trop long, débarque. Fait que là, j'ai débarqué, il a passé par-dessus la console, puis je te dis, j'ai embarqué, il était en train de reculer, là. J'ai embarqué dans le train. Fait que c'est ça. Mais d'un autre côté, je ne l'échangerai pas contre rien au monde. Puis quand il y a eu son accident, ça m'a bien gros stressé. Là. Son accident d'avion? Quand un de ses amis là, m'a appelé et m'a dit, là, on ne l'a pas trouvé encore. Fait que cette journée-là, ça n'a pas été une belle journée. Puis quand Mégantic est arrivé, quand le truc à Mégantic est arrivé, moi, j'arrivais chez nous comme à 4 heures du matin, puis ça passait en direct. Il y avait des caméras, là, puis, comme à RDI ou à LCN, je ne sais pas. Puis j'ai appelé Peter tout de suite à 4 heures du matin. Il dit, qu'est-ce que tu veux à Chris à 4 heures du matin? J'ai dit, réveille-toi puis ouvre la TV. Parce qu'il vient de ce coin-là, lui. Il y a du lac Drolette qui est tout à côté. Puis sa nièce travaillait à ce bar-là. Fait que moi, je lance pas rien, mais je le sais tout ça, là. Fait que je dis, garde, là, lève ton cul puis ouvre la TV, je t'ai dit. Fait que là, il s'en va, il fait « Ouais, donc, ça n'a pas de bon sens, il va falloir qu'on fasse de quoi. » Et c'est genre le lendemain ou le surlendemain qui contactait Gino Chouinard puis Jasmin Roy, puis qui se mettaient ensemble les trois pour faire Avenir Lac-Mégantic, le gros show qu'on a fait au Centre Bell. Puis ma carrière professionnelle a commencé là. Ah oui? Ouais. À ce moment-là? Oui.
Ça, premièrement, il y avait 2 millions de téléspectateurs à la télé. Plus que ça, 3. Ah oui. C'était mobilisateur, gigantesque. ça mobilisait, oui. La première ministre était là. C'était la première ministre dans le temps. Pauline Marois. Pauline Marois, la mairesse de Mégantic. Puis tu sais, ça, là, c'est une soirée chargée d'émotions. Là. Il y a une section complète que c'est des gens de Mégantic. Fait que c'est des gens qui ont perdu des proches. C'est des gens qui ont vécu le drame. Puis, veux pas, là, tu sais, toi, comme humoriste, t'arrives là pour faire des jokes, là, tu sais, tu dis, ouais, mais à me donner, mais en même temps, tu dis, oublie, tu sais, t'as quand même en arrière de ton œil un petit peu, genre, tu dis, me regarder autour, voir s'il n'y a pas de malaise pareil, puis, tu sais, t'es pas à 100% dedans parce que c'est chargé en émotions, la place est chargée en émotions. Mais quand je suis arrivé, l'accueil que j'ai eu, quand Peter m'a présenté, ça m'a tout enlevé ça. Puis là, je me suis donné comme s'il n'y avait pas de lendemain. Puis c'est mon numéro du parachute, c'est le numéro qui a été le plus vu. Tout le monde l'a vu, ce numéro-là. Puis c'est le numéro qui m'a mis sur la map. Le lendemain de la diffusion, on vendait 10 000 billets. Puis tu t'attendais pas à ça pendant tout. Tu sais, là, c'est un acte de Moi, j'allais là générosité. pour... Oui, c'est ça. J'allais là pour rendre service, puis finalement, ça m'a rendu service. Mais c'était tout un show, ça. Oh oui, ça m'a dit. C'était chargé, là. C'était épouvantable. C'était chargé. C'est-tu, avec Cœur de Troqueur, tu sais, j'anime une émission à Uni TV qui s'appelle Cœur de Troqueur. Et c'est L'amour est dans le pré, mais version troqueur. Pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est ça, la prochaine saison, au printemps. Mais sinon, sur tv5uni.ca, vous pouvez aller voir les reprises des 2 premières saisons. Mais ça marche, là, cette émission-là. Ça là, marche vraiment, à côté. Là, ouais. Ça marche vraiment à côté. Puis je sais pas... Ah oui, c'est ça. Non, c'est ça, je me souviens pas pantoute que je m'allais dire. Mais là, tu as parlé du show de Mégantic, le spectacle Mégantic. Puis là, tu as parlé de Cœur de Troqueur. Il y avait comme un lien où tu t'es donné, le public, vendu 10 000 billets. J'essaie de refaire ton chemin, tu t'en souviens plus. Ah non, c'est ça, oui. Puis Mégantic, la première participante de la première année, c'était une fille de Mégantic. Fait qu'on s'est ramassé dans le coin de Mégantic à faire le tour, puis tout ça. Et moi, là, tu sais, moi, je te le dis, hein, je suis sensible, puis tu sais, je le cache pas, puis tu sais, quand ça part, puis on essuiera, puis on recommencera, là. En rentrant dans le café, la première affaire que j'ai vue, c'est un album de Karim Ouellette. La première affaire que j'ai vue en rentrant dans le nouveau café, celui qu'ils ont refait, c'est un album de Karim. C'est un album de Karim Ouellette. Je t'ai dit, je suis venu les jambes comme molles. J'ai fait comme, mon Dieu, il me semble que ça, c'est chargé d'émotions. En tabarouette, les deux affaires chargées d'émotions. Moi, tu sais, deux événements différents. Deux événements complètement différents, mais qui, moi, m'ont un peu shaké, ça. Fait que... Tu le connaissais, Karim? Oui. Puis, tu sais, quand je suis allé, c'est ça, refaire le tour à Mégantic, tu sais, moi, je n'étais pas allé depuis les événements. Tu sais, j'avais pas vu tout ça, tout rénové, puis tout comment que c'était Mégantic, là. Fait que là, avec quelqu'un de l'hôtel de ville, on a fait le tour, puis il nous a tout montré, tu sais, où ce que c'était, puis tout ça. Puis là, tu sais, j'essayais de me dire, tabarouette, c'est quand même ça qui a starté ma carrière, un peu, tu sais. C'est capoté, là. Tu sais, je ressens toute cette misère-là, puis cette peine-là que les gens y ont, là, tu sais, quand je fais le tour, ça, mais je peux pas l'enlever de l'équation que ça n'avait pas été de ce show-là, je ne me serais pas fait voir par je ne sais pas combien de millions de téléspectateurs. Tu sais. Fait qu'il y a comme un... Puis en même temps, tu t'es donné pour ce show-là. Ben oui, mais ça me donne tout le temps. C'est ça. Si les gens, on t'a vu comme ça aussi dans ce spectacle-là. On t'a vu tel que tu étais. Oui. Puis c'est le même. Il faut que ce soit le même. Oui, puis c'est que ça a continué aussi. Oui. C'est pas comme une fois qu'on l'a vu sur scène, finalement, c'était décevant. Tu n'as pas vécu ça. Pas encore. Tu vis bien avec ça, la popularité? Pas pire. Pas pire. Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Tu sais, je peux pas en vouloir, tu sais, à des gens qui m'aiment. Tu sais, je peux pas en vouloir à des gens qui m'aiment. Tu sais, ils m'aiment. Tu sais, puis surtout qu'ils me connaissent pas, mais ils m'aiment no matter what, là. Tu sais, genre, ils apprendraient quelque chose de négatif sur moi, ils m'aimeraient pareil, tu sais. Mais... Puis ça devient difficile, surtout pour un gars comme moi, de prendre une distance. Fait que, tu sais, mettons, comme je vais en Floride à l'hiver faire des shows là-bas, puis quand tu arrives à Fort Lauderdale, à l'aéroport, ben c'est juste des Québécois. Là. Il y a 500 Québécois qui sont là. Tu sais, puis à un moment donné, c'est eux autres qui me disent, ben il faudrait qu'on y aille, là. Parce que c'est moi qui jase tout le temps, tu sais. Fait que là, mais, tu sais, moi, si tu me fais allô puis tu me fais un signe de tête, moi, je te jase, moi. Tu sais, fait que je suis pas assez fort, tu sais, pour faire une distance puis être capable de me sortir de là. Je suis jamais capable. C'est les gens qui c'est eux autres, il faut qu'ils sortent. C'est eux autres, il faut qu'ils sortent de là, tu sais.
Puis c'est sûr, certain qu'il y a des fois que je pèterais des crises de coche, là. Mais je peux pas. Oui, Je suis connu. Ah, j'y pense, tu dis. C'est mieux de même. C'est mieux de même. Tu es prête à passer au niveau Eros et compagnie? Eros et compagnie. Oh, ouais, tu vas m'en donner 4. 4? Oui. Merci. On est tous dans le rose, c'est cute. Elle arrêtait bonne, ça. Elle arrêtait bonne? Elle arrêtait pas pire, hein? Oui. Est-ce que la sexualité est un sujet tabou? Hey, Non, ça te fait bien, que, ça? hein, mais trouves-tu que j'ai l'air un peu de... Comment il s'appelle, Saint-Élie de Caxton? Voyons, lequel? Oui, Fred Pellerin. Ouais. Oui, je cherchais le nom, Fred Pellerin, mais oui. Fred Pellerin, mais avec une crise d'allergie aux peanuts. Non, mais ça te fait vraiment bien. Merci. Ça fait longtemps que tu as des lunettes? Oui, depuis l'âge de 12 ans. OK. Je t'ai pas vu, mais ça, c'est-tu un nouveau modèle? Ou... Non, c'est juste pour lire, ça. OK. Mais j'aime beaucoup. Merci ça te fait beaucoup. bien. Merci. On va t'appeler Fred? Oui, pourquoi pas? Est-ce que la sexualité est un sujet tabou dans ta famille? Que fais-tu pour séduire Véronique? Es-tu confortable dans la sphère de l'intimité? Comment a évolué ta vie sexuelle au fil du temps? Là, je fais quoi? J'en choisis une? Oui, t'en choisis une. Je sais pas, moi. Es-tu confortable dans la sphère de l'intimité? Moi, là, s'il n'y avait pas de monde, là, on pourrait faire cette entrevue-là tout nu, il n'y aurait aucun problème. Pour vrai, hein? Moi, ça, c'est parce qu'il y a des règles en société que je ne suis pas tout le temps flambant nu. OK, fait que t'es à l'aise comme ça avec la nudité. Moi, je suis tellement à l'aise avec la nudité que ça en est quasiment déconcertant. C'est aucun sens, moi. Moi, là, je peux être dans une salle plein de filles qui courent les tâtons à l'air, puis j'ai aucun problème avec ça. C'est comme ça. C'est ça. C'est comme c'est rendu de même. Puis moi, j'ai pas de problème non plus à être. J'ai pas. Tu sais. J'ai jamais eu un corps parfait, fait qu'il a fallu que je l'accepte de bonne heure. Fait que je l'ai toujours accepté de bonne heure. Puis moi, tu sais, on est allé dans le sud, là, à des places où il y avait des plages nudistes, parce que ma blonde puis moi, on n'haïssait pas ça. Là. Puis, Caroline, let's go. Let's go. Pic, pac, pac sur chaque cuisse quand tu cours, c'est drôle. Et ça change quoi d'aller sur une plage en nudiste où tout le monde est nu autour? Ça change rien, c'est juste pour avoir le vent dessus. Mais non, mais c'est vrai, c'est juste pour le plaisir. Dans le sens que, tu sais, il y en a qui vont là parce qu'ils ont besoin de se prouver quelque chose. Tu sais, il y en a parce que... Probablement qu'il y en a... Oui, c'est ça, il y en a qui se comparent. Moi, à qui tu veux que je me compare, moi? Tu sais, regarde, écoute, là. Je suis faite comme je suis faite, là. Puis plus je vieillis, pire c'est, là. Puis est-ce que ça a toujours été comme ça? Tu as toujours été à l'aise avec la nudité? Même à 325 livres, là. Tu sais, il y a un moment donné, je faisais un show où je finissais en string. Parce que j'avais pas de problème avec ça, moi. C'est comme... À partir du moment où j'ai accepté que mon corps n'était pas un objet de désir, ben j'ai voulu qu'il devienne quelque chose de risible. Fait que si je suis pas capable de titiller avec mon corps à demi-mou, ben m'a te faire rire. Puis après ça, m'a te séduire avec mon corps à demi-mou. Puis ça marche? Si ça marche! On dirait que ça marche. Non, j'ai jamais eu... Ça, c'est quelque chose dans ma vie, là, que l'intimité, j'en ai pas tant que ça non plus. C'est sûr que, tu sais, ma blonde puis moi, là, nous autres, ça a toujours été... Là, c'est notre fille qui nous a demandé d'être un peu moins, genre... Parce que moi, là, je sors de la douche, moi. Ma chambre est l'autre bord, là. Je sors. Là, ma fille, à 13 ans, elle fait comme... ce serait le fun que tu te caches à ce bout-là? Je dis, c'est parce que tu viens de ce bout-là? Elle fait, c'est pas grave, elle veut pas le voir. OK. Mais chez nous aussi, mon père était le même. Moi, j'ai vu mes parents tout nus toute ma vie. Puis sans comme... Ça n'a jamais été... c'est ça. Tu sais, nous autres, mettons, moi, je te dirais que dans la séduction puis l'érotisme, tout va avec l'attitude puis les mots. Puis la douceur des gestes, la manière dont... Moi, à un moment donné, là, à 325 livres, là, quand j'étais au cégep, là, je m'étais dit, je vais être le plus sexy des obèses. Ça a marché. Ça a bien été. Raconte. Ben là.
Non, mais ça marchait bien. Oui, le cégep, T'avais du sex appeal. Oui, je sais pas ce que j'avais, mais j'avais la bisoune communautaire, là. Ça allait bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça allait bien. T'as expérimenté. Oui, beaucoup. Beaucoup. Pas mal. Donc, le fait d'être bien dans son corps, Oui. ça change la donne quand tu arrives en séduction. Ben oui. Pour séduire. Ben oui, c'est sûr. Ça passe beaucoup par là, C'est évidemment. sûr. Tu sais, quand quelqu'un disait, là, « Ah, mon Dieu, qu'il est laid. » Oui, mais il est fin. Tu sais, le monde disait ça. Ouais, Il est laid, ouais. mais il est fin, Ouais, par ouais. exemple. Il est laid, mais un beau sourire. Il a un beau sourire, tu sais, Ouais, c'est ça. Tu sais. C'est de valeur qui est si laide, puis l'autre qui est si beau. Mais ouais. Comme mon grand-père disait, une cloche en or ou en plomb, ça reste une cloche. Mais c'est important ce que tu dis, là. Ça, on rit, mais je pense parce qu'en même temps, ce que tu dis, c'est fondamental dans la vie. oui. Ça fait une différence quand on s'accepte ou quand on s'accepte pas. On dégage pas la même chose face à l'autre non plus. C'est drôle, tu dis accepte, hein? Accepte, c'est faut que tu n'ailles pas accepter avant. Toi, tu as toujours accepté. Moi, j'ai toujours accepté. Mais je te dirais qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, puis je pense que pour les femmes, peut-être qu'il y a quelque chose d'encore plus Oui, complexe. c'est sûr. Oui, mais attends, les femmes rondes ont pris... Parlons des femmes. Oh, yes, là, on est dans le sujet. Oui. Oui. Tu veux qu'on parle de des femmes? Qu'est-ce que tu veux savoir? Non, oui. Non, mais les femmes, là, Les femmes, c'est ok. vrai que on dirait que c'est plus difficile d'être bien avec notre corps. Oui. Parce que le corps change aussi au cours de la vie. Il y a différentes étapes. Quand on vieillit, il y a une étape qui s'appelle aussi la ménopause, Ouais. qui fait changer des fois le caractère aussi. Ouais, je suis là-dedans à la maison, là. On a reçu ça, là, par la malle, il n'y a pas T'as reçu longtemps. ça par là. la malle? Ouais. Mais- Puis moi, j'ai perdu 115 livres, puis j'ai tout le temps frette, puis ma blonde a tout le temps chaud. Le thermostat est en train de virer fou. Il y a des problèmes avec le thermostat. ouais, tu dis ça. Mais toi, là, est-ce que Ouais. tu as remarqué ça, que les femmes, des fois, avaient plus de difficulté à s'accepter? Est-ce que tu le sentais chez Ben oui, certaines c'est femmes? sûr, c'est sûr. Mais il y a autant de gars aussi, mais les gars le diront pas. C'est ça, Les trois hein? quarts du temps, les gars le diront pas. Tu sais, il y a bien des gars qui ont de la bedaine, puis tout ça, puis qui aiment pas avoir de la bedaine, ou bien, tu sais, qui ont un petit tonton de lait, là. Tu sais, puis, tu sais, qui aiment pas se mettre, tu sais, genre, tu sais, quand je vais dans le sud, des fois, puis je vois des messieurs avec un T-shirt dans la piscine, là. Hey, enlève ton T-shirt, chum. Voyons donc. Tu sais, on s'en fout de tes tétons mous, là. Tu sais, enlève ça. Tu sais, sois bien, sois heureux. Tu sais, il y a quelque chose, à un moment donné, il faut que tu passes par-dessus ça. Mais j'avoue que c'est vrai que la plupart des femmes que je connais, c'est plus difficile que ça. C'est un petit peu plus difficile. C'est pour ça que le maillot, à un moment donné, ils ont rajouté une jupette. Oui. Parce que le maillot, c'était trop. C'est comme, il faut une petite jupette pour cacher la calandre. Mais tu sais que, depuis quelques années, là, mettons, fin des années 80, là, il y avait un culte de la maigreur épouvantable. Tu sais, Ouais. toutes les mannequins étaient maigres et tout ça. Mais fin des années 90, début 2000, là, on commençait à aimer les rondeurs un peu plus. Ouais. On les envoyait plus à la TV, tu sais, des Jennifer Lopez qui avaient des plus bonnes fesses, tu sais, que d'autres. Et là, c'est devenu comme, tu sais, des Ashley Graham. Ashley Graham, tu sais, comme... Ouais. Oui, c'est ça. C'est beaucoup de madame, ça, d'une shot. Mais moi, j'aime ça, là. Oui, puis elle est très assumée, puis elle fait les... Non, mais Ashley, elle fait les couvertures des plus grands magazines. Ben oui. Et ça, c'est comme une des premières, tu sais, qui arrive à ce niveau-là, qu'il y a énormément de gens qui la suivent sur les réseaux sociaux, puis on la voit sur toutes ses coutures, là. Ouais. Moi, la confiance puis l'intelligence, là, c'est pas mal plus sexy que le derrière, là. Pas mal. C'est un bon résumé, Ouais. ça. C'est bon, mais je trouve que tu nous donnes quand même une leçon sur l'acceptation, sur être bien avec soi-même. Ouais. Toi, t'es libre. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, ça prend trop de temps dans une vie, ça, de se casser la tête avec ça. Ça m'a pris plus que la moitié de ma vie à me demander qui j'étais. Ça m'a pris plus que la moitié de ma vie à me prouver que j'étais capable de faire de quoi. À partir de ce moment-là, là, ça serait juste du trouble que je m'auto-donnerais à commencer à me dire, ah, ben là, mon corps, ou bon, ben telle affaire, ou ben, non, regarde, je fais pas de mal à personne, je fais du bien quand j'en ai l'occasion. Je pense être un bon conjoint, un bon père, un bon ami. Puis pour le reste, ben, je mets ça dans les mains du Seigneur, puis on verra bien. Merci. La question Opto-Réseau. Oh, Opto-Réseau! Ou le Seigneur ou n'importe qui d'autre, là, tu sais, comme, pour ceux que c'est. Si tu regardes l'ensemble de ton parcours professionnel, quel est le moment qui te restera toujours en mémoire?
Je pense qu'Avenir Lac-Mégantic, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Avenir Lac-Mégantic, c'est le show où avant d'embarquer sur le stage, j'ai été le plus mal, je pense. Parce que c'était trop chargé en émotions, là. Il y avait des gens qui avaient perdu des proches, là, qui étaient là. Puis moi, ma job, c'était de les faire rire. Puis ça a plus que bien été. Fait que je pense que c'est pas mal le gros moment de ma carrière que ça a été... que je me suis prouvé que j'étais capable de patiner sur la même patinoire que les grands, là. J'étais là, j'étais rendu là. Ouais. Ça fait une différence, ça. Ah oui, mais ça. Au début, je suivais. Là, je patinais à côté, c'était pas pareil, là. Où tu te vois dans 10 ans? J'espère être encore vivant. J'aimerais ça, dans le meilleur des mondes, là, j'aimerais, mettons, faire encore de la radio un petit bout, faire une dernière tournée. Puis cette tournée-là, pas juste choisir des grosses places, là, genre, c'est bien le fun. Comme ça, je l'ai fait 90 fois, à peu près, la salle Albert-Rousseau, en tout. Puis c'est super le fun, puis je vais le refaire encore un nombre de fois, mais je veux aller voir du monde qui ne voit pas du monde souvent. Je veux aller à Blas-en-Blon faire un show là, même s'il y a 14 personnes dans le CHSLD, c'est pas grave. Je veux y aller là. Je vais aller à Chapet, je vais aller à Lebel-sur-Kivion, je vais aller à Dubreuilville, dans le nord de l'Ontario, parce que ça parle français là-bas, puis ils n'ont jamais de show, eux autres. Puis les prods, ils veulent pas y aller parce que ça coûte trop cher, puis ils perdent de l'argent. Moi, je m'en fous de perdre de l'argent, je veux y aller. Fait que... de toute façon, j'avais travaillé pour l'argent dans ma vie, là. J'aurais rien gagné. Puis en travaillant pas pour l'argent, je suis millionnaire, asti! Non, c'est pas vrai. Non, loin de là. Mais c'est quoi ta relation avec l'argent? Comment ça a évolué au fil du temps? J'ai pas tant une grosse... Moi, là, j'ai une sainte horreur des dettes. J'ai jamais voulu être millionnaire, j'ai jamais voulu être riche, j'ai jamais voulu... Moi, je voulais pas avoir de dettes. Peu importe ce que j'aille à une petite maison grosse comme un cabanon avec un bicycle à pédale ou que j'aille une maison avec 4 garages puis des Ferrari en avant, peu importe, l'important, c'est que j'aille pas de dettes. J'ai trop vu du monde faire leur show avec des grosses voitures, puis des grosses ci, puis des grosses ça, puis arriver à la fin du mois, puis déclarer faillite, tu sais. Fait que non, moi, là, puis, tu sais, j'ai vu mes parents aussi, tu sais, énormément mettre de l'argent de côté pour payer mes études, pour ça. Les autres, ils se sont jamais gâtés, ils étaient toujours à la dernière scène tout le temps. Fait que moi, ma relation que j'ai avec l'argent, c'est que chez nous, on n'était pas riches. On n'était vraiment pas riches chez nous. Mais on n'a jamais manqué de rien. Puis, tu sais, puis j'étais enfant unique, fait que oui, j'ai été gâté. Mais la relation que j'ai aujourd'hui avec l'argent, c'est que quand je l'ai, je l'achète. Si je ne l'ai pas, je ne l'achète pas. Mais je n'ai pas de dette dans la vie. J'ai aucune dette. J'ai 0 carte de crédit, 0 prêt, 0 ci, 0 ça. J'étais à 0. Je ne dois aucune scène à personne. Puis moi, c'est ça ma relation avec l'argent. C'est de ne pas en devoir. Moi, je voulais pas en devoir. Moi, de devoir quelque chose à quelqu'un. Moi, emprunter 20$ à quelqu'un, c'est ma mort. Il va être tellement tanné qu'il va dire « Garde-les, là, c'est 20$. Arrête de me tanner avec le 20$. Non, on va te le donner demain. Là. Je promets, je t'appelle, OK, je suis là demain. » Fait que c'est ça. Fait que moi, mon but, c'était d'arriver... tu sais, à un certain âge, puis de ne plus avoir de dette. Puis là, tu vois, j'ai 50 ans, puis j'ai plus aucune dette, zéro, une barre. Donc, c'est pour ça que ça te permet d'offrir des spectacles, même si c'est pas rentable. Oui, absolument, absolument. Ça change la donne quand même. Oui, j'ai jamais travaillé pour l'argent, Marie. J'ai jamais travaillé pour l'argent. J'ai été chanceux, j'ai eu des conditions extraordinaires. Mais ça, c'est mon gérant puis mon équipe, qui vont me chercher des belles conditions. Mais moi, j'ai jamais travaillé pour l'argent. Il y a des fois que je suis allé faire des shows pour rien, puis d'autres fois, moi, c'est pas le montant, il faut que ça me tente de le faire. Puis des fois, je refuse des grosses affaires parce que ça me tente pas. J'ai refusé Big Brother. Ah oui? Ouais. Hey, t'aurais été bon, là, dans la maison. 2 jours, puis je tuais tout le monde. C'était l'année... Ah oui. Ah non, tu peux pas m'enfermer, moi. C'est comme, ben non. Puis la prod avait été super fin. Ils m'ont dit, regarde, écoute, Anand, tu peux sortir de A, puis blablabla. En tout cas, ils m'avaient tout organisé à patente pour me rendre heureux. Ils étaient même prêts à me donner un peu plus que le cachet normal. J'ai fait, non. Tu m'enfermes pas là, moi. Fait que tu n'y as pas réfléchi. C'était non tout de suite. Ah, c'était réfléchi. Non, mais c'est-à-dire que t'as pas eu à y réfléchir longtemps. Non. Le non est arrivé. Ouais. C'était clair. C'était payant, toi. Marie, là. C'était vraiment payant. Là. J'aurais pu prendre des petites vacances après. J'ai dit non. Ah, non. Ils ont essayé de me le vendre tant qu'ils ont essayé. Puis, à un moment donné, même le producteur a dit, je vais descendre à Québec, puis blablabla, on va en jaser. J'ai dit, regarde,
Ça va t'avoir coûté de la route puis un repas pour absolument rien. Tu l'as déjà, ta réponse, là, sauf cet argent-là. Là. Tu n'auras pas besoin de mettre de gaz. Il n'est pas venu? Non, il n'est pas venu. Il savait que je voulais rien savoir. Puis 50 ans, ça te fait quoi? Ça me fait chaud au cœur parce que j'ai longuement pensé que je ne me serais pas rendu là. J'ai longuement voulu pas me rendre là aussi. Il y a ça, les tout, là. Tu sais, il y a une bonne partie de ma vie où, tu sais, je voulais pas vieillir, moi, dans la vie, là. Je voyais pas qu'est-ce qu'il pouvait y avoir de meilleur plus tard, tu sais. Puis là, aujourd'hui, je le vois. Je le vois, ce qu'il y a de meilleur plus tard, là. Tu sais, ma carrière, ce que je réussis à faire, tu sais. Je fais tout ce qui me tente. C'est-tu bien le fun, ça? J'ai 50 ans, je fais des shows l'été de musique avec mon band, je fais de la radio, je viens faire des trucs avec toi. J'étais assis avec Marie-Claude Barrette, vierge. Non, mais 2 filles le matin, c'est tout, la patente. Tu sais, moi, maman, la capote aujourd'hui, là. Tu sais, maman, elle sait que je cite, elle capote. Elle dit, oh, mon Dieu, t'es avec Mme Barrette. Ben oui, je l'appelle pas de même, moi. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme tout ça, tu sais, tout ça. Tu sais, moi, les prix, puis toutes ces affaires-là, ça, c'est rien à foutre de ça, moi. Les prix, je me suis retiré des oliviers, moi. Parce que ça me mettait bien trop de pression, tu sais. Il fallait que j'essaie de me convaincre que j'avais le droit d'être meilleur que les autres si c'est moi qui gagnais. Puis ça, j'étais pas capable. C'est bien dit, ça. Donc, t'es bien présentement? Oui. Moi, je te sens libre. Oui. Oh, ouais. C'est un beau 50 ans. C'est un 50 ans avec 115 livres de moins, avec un cœur réparé, avec une carrière, 2 carrières, en fait, celle de radio puis celle d'humoriste qui va bien. Je fais de la musique, je fais des émissions de télé, je viens de rencontrer des amis comme toi. Ah oui, je suis drette tout ce que... Je suis drette tout ce qu'il faut que je sois, mais que je savais pas que je serais. On va finir sur cette grande phrase-là. Quand t'es bien, reste bien. Quand t'es bien, reste bien. On va retenir de... Comment elle s'appelle, ta mère? Déneige. En tout cas, Déneige, là, elle nous apprend beaucoup avec cette phrase-là. Peux-tu te faire une... Tu vas trouver ça drôle. Maman s'appelle Déneige, OK? D-E-S-N-E-I-G-E-S. OK? Mais avant de rencontrer mon père, elle a été un bout avec un gars qui s'appelait Pierre Laporte. Pas celui qui est décédé dans l'histoire du FLQ, puis tout ça, ni le pont. Tu sais ce que je m'en vais? Oui, je l'entends. Fait qu'elle se serait appelée Déneige Laporte. Tu sais, moi, quand elle m'a conté ça la première fois, moi, j'ai manqué de crever, moi. Voyons donc, maman, ça s'est appelé. Fait que c'est ça. Fait que finalement, c'est méthode. Ben, c'est ça. Déneige méthode, Ouais. finalement. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'exister, Marie-Claude Barrette. Ah, mon Dieu. PA, merci, tu fais du bien. Vraiment, tu fais du bien. On applaudit. Alors, on applaudit PA Méthode, vraiment. Merci d'avoir ouvert ton jeu avec autant d'honnêteté, autant de franchise. Vraiment. Vraiment. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca.